Donc vous savez que, évidemment, donc vous avez un délai extrêmement large, puisque avant demain minuit, vous devez m'envoyer donc votre schéma holistique. Donc ça veut dire que si vous le faites maintenant, vous le peaufinez après, et avant minuit demain, vous me le renvoyez, et comme ça on n'en parle plus. Et ça me permet de passer un week-end serein, parce que je suis très anxieux quand j'ai pas reçu mes schémas holistiques. Je trépigne, je passe un très mauvais dimanche, et s'ils arrivent le lundi ou le mardi, je dis voilà, ça me fait ça me rend fou. Voilà. Alors, voilà. Écoutez, alors, j'aimerais maintenant rendre hommage à notre invité qui n'est autre que Ariel Kirou. Ariel Kirou, eh bien, nous amène aujourd'hui non seulement sa spécificité, qui est celle d'un libre penseur au sein d'un monde qui aujourd'hui sectorise, y compris la connaissance, mais sectorise également eh bien, les domaines entre eux. Voilà, donc Ariel Kirou est aujourd'hui notre invité. Il s'agit de la 4e conférence Art, Sciences, Technologies de la Sorbonne. Et dans le cadre de ce très bel amphithéâtre Bachelard, qui a entre autres accueilli en son temps des dissections, mais c'est un lieu en tout cas qui est fort bucolique aujourd'hui, puisque vous voyez le paysage, cette fresque nous amène à réfléchir aussi aux vastes étendues de la pensée et des connaissances. Et donc, cette occasion que nous est donnée aujourd'hui, ce partenariat avec l'IHEST, Institut des hautes études pour la science et les technologies, eh bien, nous permet quelques digressions. Nous avons décidé jusqu'à maintenant, les 3 premières séances, d'inviter des auditeurs de l'IHEST. Et bien là, cette fois-ci, nous invitons un intervenant de l'IHEST, quelqu'un qui est déjà intervenu à de nombreuses reprises. Je dois dire que je dois témoigner qu'avant de devenir auditeur, je suis intervenu 3 fois à l'IHEST. Donc, si tu n'es pas intervenu 3 fois, tu ne peux pas être encore promu auditeur. Je suis intervenu qu'une fois. Voilà. Excuse-moi, cher président, mais voilà, personne n'est parfait. Voilà, mais nous avons avec nous Olivier Darbrouge, que je remercie, qui donc fait partie du staff rapproché et organisationnel de l'IHEST. C'est lui qui accompagne les chercheurs tout au long de l'année et qui trouve également les connexions avec les grands spécialistes qui nous accompagnent. Donc Ariel Kirou est un être libre, éclairé, c'est un libre penseur. Il écrit dans de nombreuses revues, il écrit dans Multitude notamment, il fait partie d'ailleurs du comité de pilotage de Multitude. Il écrit avec d'éminents chercheurs, il est très stiglerien sans être stiglerien. Donc c'est ça qui est très bien, c'est qu'il est très proche de nombreux réseaux. Mais à lui seul, il y a quelque chose qui est formidable, c'est qu'il incarne aussi une position pluri-énergétique, je dirais, puisqu'il touche autant le domaine de la création que le domaine de la théorie. Et notamment la création, puisqu'il est un écrivain, qu'il écrit en théorisant, qu'il théorise en écrivant. J'ai d'ailleurs apporté son ouvrage, un de ses ouvrages phares, qui est évidemment dans les imaginaires du futur, dont il va être question aujourd'hui. Et vous pouvez voir d'ailleurs avec tous ces marque-pages que son livre ne m'a pas été étranger, mais au contraire, il est intrinsèque de mon cheminement. Je suis très heureux de connaître sa pensée. Je suis irrigué aussi par la science-fiction depuis des années. J'ai d'ailleurs débuté vraiment très sérieusement à lire des livres lorsque j'ai découvert H.P. Lovecraft, par exemple, ou d'autres auteurs de science-fiction. Et Philippe Cadic, dont il est le spécialiste, en tout cas en France, je trouve, est quelqu'un qui lui va très bien,
puisque la complexité de cette pensée de Cadic est le reflet de la complexité d'un Ariel Kirou. Il y a quelque chose dans l'ordre de connivence. Si vous étiez connu dans cette dimension-là, mais vous êtes connu dans une autre, eh bien, nous vous aurions tous les deux ce soir réunis dans cet amphithéâtre. Néanmoins, aujourd'hui, c'est Ariel. Ariel Kirou nous prépare de nombreuses recherches et notamment évoque la question de l'IA, ce qui nous intéresse énormément puisque nous préparons notamment un colloque prochainement sur photographie et IA qui sera le 25 novembre. Le matin, nous aurons à l'amphithéâtre Richelieu toute une étude sur l'histoire de la photographie au XIXe siècle et l'apparition des nouvelles technologies du XIXe en contrepoint de l'IA. Et seconde partie, donc lors de la journée qui aura lieu amphithéâtre Lefebvre, là nous aurons des spécialistes du droit qui viendront parler des limites de l'IA. Et donc c'est très intéressant parce qu'avec Ariel, l'IA reste illimitée puisque l'IA est ouvert. Et donc nous allons parler d'un IA ouvert aujourd'hui avec évidemment toutes sortes de fermetures, ouvertures qui font que à certains moments on ne sait plus dans quel domaine on se trouve. Et c'est là la particularité de cette interdisciplinarité que nous prenons ici même dans le cadre de ce séminaire lie de nombreuses disciplines, de l'art au management, à l'innovation et aujourd'hui à la littérature. Je laisse donc la place à Ariel Kirou pour cette heure et demie de présentation foisonnante. N'en doutez pas. Merci à tous et toutes. Et mes salutations, voilà, depuis le sous-sol. Donc, il serait peut-être que je me lève d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Voilà, comme ça, j'ai mon ordinateur devant. Bon, là, je vous ai mis une série de bouquins qui sont les miens, donc, dont celui avec Bernard Stiegler, L'emploi est mort, vive le travail, dont l'ABCdique autour de Philippe Cadic, qui est une relecture du monde d'aujourd'hui à partir de Philippe Cadic, avec sa réédition toute récente, totalement revue et actualisée, et puis la version poche qui est sortie cette année de Dans les imaginaires du futur. Voilà, une anthologie que j'ai dirigée et la revue Multitude. Alors, la question qui va m'occuper, en fait, c'est une question très subjective, c'est de se dire, au fond, en quoi et comment les imaginaires du futur, les œuvres de science-fiction, je vais moins m'attarder sur les œuvres d'art, mais je ferai un petit clin d'œil sur la question aussi, comment ces œuvres, comment ces imaginaires du futur peuvent-ils nous aider à penser notre aujourd'hui et potentiellement à dégager de nouveaux horizons pour demain. Dans ce livre, dans les imaginaires du futur, je pose quand même deux imaginaires très prégnants, très puissants. Vous savez, les imaginaires, ils sont partout. Ils sont de tous ordres. Il y a des imaginaires politiques, des imaginaires de l'amour, des imaginaires de l'agriculture, des imaginaires de l'énergie, bien évidemment. Mais ces deux imaginaires qui aujourd'hui me semblent le plus prégnants, c'est l'imaginaire technologique, dont évidemment l'intelligence artificielle est un exemple assez fort. Il se trouve effectivement qu'il y a une exposition qui va avoir lieu à Toulouse, au Quai des Savoirs, puis à la Cité des Sciences, et j'ai fait l'ensemble du module sur les imaginaires de l'IA. Donc, imaginaire technologique, qui est l'imaginaire, au fond, du dépassement des limites, et l'imaginaire écologique, qui a plusieurs formes. On pourrait parler d'imaginaire de l'effondrement, l'imaginaire post-apocalyptique. C'est un imaginaire qui, à l'inverse, poserait la question des limites, et de retour aux limites. Donc, a priori, ces deux imaginaires seraient opposés l'un à l'autre. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais au fond, ils sont à la fois opposés et parfois très, très proches. Et de fait, la thèse de mon livre, c'est que ces deux imaginaires côte à côte, et même l'un et l'autre pris en tant que tels, sont bloquants, en quelque sorte. Ils bloquent notre capacité à nous projeter et à nous orienter dans un futur qui ne serait pas simplement la répétition du même, c'est-à-dire une sorte de monde plus ou moins macroniste, dans lequel la réalité serait inscrite à jamais dans quelques tables de la loi plus ou moins bien définies. Alors, forcément, première question, qu'entend-on par imaginaire et pourquoi s'inspirer aujourd'hui des imaginaires du futur ? Vous aurez reconnu l'image qui met en scène 4 éléments de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, un film qui a évidemment été assez marquant,
première image qui définit au fond l'imaginaire de l'espace, le cosmonaute, avec une image qui a été reprise par exemple dans des publicités, par exemple sur l'iPhone comme par hasard, l'œil de HAL 9000, l'intelligence artificielle qui va bugger. Donc c'est le moins qu'on puisse dire, et que ce premier exemple d'une intelligence artificielle qui ressemble vraiment à nos IA d'aujourd'hui, pas simplement des robots, des créatures artificielles, elle nous irrigue encore aujourd'hui de manière assez forte. Et puis, voilà, cette forme un peu circulaire, cette sorte de station spatiale, sans parler du monolithe, symbole de la connaissance, qui transforme les singes en professeurs d'université. Donc, voilà. Une image. Les imaginaires, vous savez tous ce que ça veut dire. Je reprends simplement la formule de Wikipédia. On est à l'amphi-Bachelard, donc ce sont les rêves lucides, les rêves éveillés. C'est l'imagination des individus, comme évidemment des collectifs, des groupes, des sociétés. Certains d'entre vous ont peut-être lu Castoriadis, Cornelius Castoriadis. Produisant des images, dans le mot imaginaire, il y a le mot image, des symboles, des récits, des représentations, des visions du monde, c'est aussi des mythologies. Et j'adore cette définition, plus ou moins détachée de ce qu'il est d'usage de définir comme la réalité. Ma thèse, c'est que, contrairement à ce que le plus souvent on nous enseigne, notamment à l'école, par souci pratique bien évidemment, histoire de ne pas tomber uniquement dans la fiction, l'une de mes thèses parmi d'autres est de dire, je ne suis pas le seul à le défendre, et des gens beaucoup plus talentueux que moi l'ont fait auparavant, c'est qu'il est infaisable, impossible, en tout cas au moins pour nous humains, de séparer le réel de la fiction. Nous sommes fiction, notre réel est imbibé de fiction, nous vivons dans un monde d'images, de représentations, et lorsqu'il nous arrive quelque chose, lorsqu'on voit un film, au fond c'est comme si dans notre tête on avait un océan de mémoire, un océan de vécu, un océan d'images, et en fonction de ce qui nous arrive, il y a des îles qui sortent, des monstres qui apparaissent et qui se connectent avec ce que l'on voit, avec ce que l'on vit. Là, par exemple, vous avez une image de Raised by Wolves. Peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Le fait qu'il y ait un bébé vous aura fait penser, par exemple, à votre petit-neveu qui vient de naître, avec cet œil, cet androïde qui regarde le bébé. Voilà, qu'est-ce qui peut... Au fond, chaque image crée d'autres images en notre tête, et c'est tout ça, au fond, finalement, qui va nous orienter, nous influencer, sans forcément qu'on le sache. Entre autres choses, bien évidemment. Alors, l'une des questions qui aujourd'hui se pose bien souvent, vous remarquerez la puissance imaginaire des personnages que j'ai mis à l'écran, notamment de celui qui est en haut, personnage formidable, s'il en est. Au fond, mais à quoi ça rime de parler d'imaginaire aujourd'hui, hein ? À quoi ça rime lorsqu'effectivement on a ce qui est en train de se passer à Gaza, ce qui s'est passé entre le Hamas et Israël. Pas la peine de vous faire un dessin, il suffit d'allumer la radio, de passer dans la rue pour entendre la chose. L'image de QAnon, les fake news, une petite terre plate, et puis ChatGPT. Au fond, à quoi ça sert ? Pourquoi les imaginaires face à une réalité qui nous semble dystopique ? Déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que... je mets évidemment des nuances par rapport à ça. Aujourd'hui, on a affaire à des personnages, notamment dans l'actualité, qui tous pensent détenir la vérité. Lorsque vous écoutez la radio par rapport à l'Ukraine, y compris par rapport à Gaza, au fond, chacun a sa vérité sur, par exemple, la bombe qui a atterri sur un hôpital. Les uns et les autres vont dire, voilà, je détiens la vérité. Hein, on est aujourd'hui, malheureusement, dans une situation où la question de la vérité est une question qui se veut absolue parmi tous les gens qui en parlent, et bien souvent qui passe ensuite par de la violence, quelque part. Je détiens la vérité, donc je fais acte de violence. Quels ont été les premiers touchés au départ de cette résurgence de conflit ? Les ravers, les jeunes qui étaient... les fêtards, qui étaient tous ces gens qui étaient donc à 6 km de la frontière, pour la plupart d'entre eux, c'était des anarchistes, c'était des libertaires, c'était des jeunes qui fonctionnaient non pas à l'énergie guerrière, qu'elle soit du Hamas ou qu'elle soit de Netanyahou, mais à l'énergie artistique. C'est-à-dire que ce qui les motivait, cette énergie sur le long terme, avec lesquelles ils construisaient dans ces kibboutz, où il y avait à la fois, en tout cas dans ce type de fête, une grande variété de personnes et d'ethnies, y compris des Palestiniens,
ce qu'il recherchait d'une certaine manière, c'était l'antithèse de ce monde qui nous revient comme un boomerang. Et ma conviction est que face aux fake news, face à QAnon, donc le complotisme le plus dark, peut-être qu'il nous faut des conspirations soft, peut-être qu'il nous faut d'autres types de fiction qui, sur le long terme, vont en quelque sorte nous permettre d'échapper au diktat d'une vérité pour nous permettre de construire et de tendre vers des vérités partageables. Voilà. Peut-être que la question est celle de ce qui est juste et pas forcément celle de ce qui est vrai. Et si on est d'accord avec cette hypothèse, s'interroger sur ce qui est de l'ordre du sensible, ce qui est de l'ordre de ce qui va nous potentiellement nous toucher et nous faire aller ailleurs, pas simplement dans les gros wagons, les chars d'assaut de la guerre, du nationalisme, eh bien, voilà, des films, des rencontres, des fêtes, de la danse, des créations, des vidéos, des cours d'amphi avec Yann Thomas, tout ça, potentiellement, et bien d'autres choses, fonctionnent comme en quelque sorte des contre-fictions par rapport à ces fictions guerrières ou à la fiction dominante d'une réalité, d'un monde, d'un système capitaliste qui se présente à lui-même, puisque son objectif est la survie, comme immuable. Peut-être qu'il durera, et sans doute qu'il durera très longtemps, mais de quelle forme, de quelle façon? Croire qu'il n'y a qu'un système possible, et au fond, une bêtise que les travaux de certains anthropologues aujourd'hui, de certains types d'historiens, bien évidemment, mais que aussi des mondes créés par des auteurs de science-fiction démontent. Ils les démontent parce qu'ils nous montrent qu'on peut fonctionner, que certaines civilisations dans le passé, que d'autres demain pourraient fonctionner avec d'autres valeurs, avec d'autres systèmes de pensée, d'action. Pourquoi l'argent ne serait pas des crédits éco fonctionnant par rapport aux dépenses énergétiques, aux dépenses de carbone? Des tas de gens ont pensé à ça, des tas de fictions aujourd'hui le mettent en scène. Et je pourrais multiplier les exemples. On a besoin, tout en restant lucide, de fictions alternatives aux fictions qui nous assomment, qui sont celles de CNews, qui sont celles des marionnettes du pouvoir, aussi intéressantes soient-elles ou pas. Et c'est bien pourquoi la question des imaginaires est beaucoup plus importante que ce que d'aucuns veulent nous faire croire. Exemple parmi beaucoup d'autres, je reviendrai plus tard sur l'IA. Lorsqu'on vous a parlé du métavers, est-ce qu'on vous a dit que le terme de métavers, mais très exactement, est né d'un bouquin de science-fiction de 1992 qui s'appelle Snow Crash, le samouraï virtuel, de Neil Stephenson, qui lui-même travaille dans le monde de la réalité virtuelle, des réalités mixtes et autres. Et bien évidemment que dans ce roman, le métavers, qui est vraiment un univers parallèle, un univers virtuel, dans lequel le personnage central, qui est un livreur de pizza à la seconde près, parce qu'il est sous la houlette de sortes de versions ultra des Amazon & Co, des Uber et je ne sais quoi, eh bien, ce livreur de pizza, on est en 1992, donc vous imaginez quand même le gap par rapport à aujourd'hui. Il y a plus d'une génération que le livre a été écrit, et déjà on avait des caricatures dans ce bouquin d'Amazon, de Uber, et déjà on avait ce monde parallèle avec un boulevard dans lequel les avatars créaient leurs propres maisons, leurs propres aventures, tout ça. Et le lire aujourd'hui, c'est d'autant plus sidérant qu'évidemment ça bug. C'est d'autant plus sidérant que ça fonctionne parce qu'il y a une entière liberté, y compris du sexe, y compris des choses totalement interdites. Vous imaginez ce crétin qu'on voit là de Mark Zuckerberg vous permettre de vivre réellement, hein? Donc, est-ce que vous l'imaginez? Non, bien évidemment. Bon, et bien évidemment que lorsqu'on va aux sources, on se rend compte tout simplement que voilà, il y a une sorte de virus, il y a une sorte de drogue que les gens achètent dans ce monde virtuel et qui potentiellement assassine, tue les gens au-delà de l'assassinat virtuel, transformant en loques paresseuses bourrées de technologie certains des humains du monde réel. Donc voilà, aller à la source, se plonger dans les imaginaires, c'est mener un travail critique qui, en la matière, n'est ni technophile ni technophobe. Et ça, c'est précieux. Alors, évidemment, je vous parlais de ces deux imaginaires
de la techno, de l'effondrement. Ces deux imaginaires, l'imaginaire technologique et l'imaginaire écologique dans toutes ses formes, hein, qu'elles soient post-apocalyptiques ou qu'elles soient utopiques. Je vais revenir dessus. Je commencerai par ce type d'imaginaire et après j'irai ailleurs. J'irai justement sur la technologie. Dans ces deux Blade Runner, hein, le premier de 1982, tiré d'un roman de Philippe K. Dick, justement, l'auteur de science-fiction, qui est né en 1928 et qui est mort en 1982, donc à la date de sortie de Blade Runner. Dans le premier Blade Runner, dans le deuxième de 2017, le Blade Runner 2049, lorsque vous les étudiez, il y a à la fois l'imaginaire technologique le plus démiurgique et une logique d'effondrement, une logique post-apocalyptique. Il n'y a plus d'êtres vivants, ce sont essentiellement des robots, il y a une sorte de hibou qui est un être artificiel. Et sous-jacent, les Nexus 6, les réplicants donc du premier Blade Runner, et ceux qui seront les Nexus 8 avec d'autres noms, l'agent K en particulier du deuxième, ont été envoyés sur Mars. Donc ils sont partie liés aussi à la logique de conquête spatiale, pas d'exploration mais de conquête. Hein, ce sont évidemment aussi des esclaves. Donc on voit que là, imaginaire du travail, imaginaire donc de l'esclavagisme par le travail, imaginaire de la technologie, imaginaire de l'effondrement, tout y est. Hein. D'ailleurs, il suffit de voir les premières images de Blade Runner 2049. Ça, c'est des champs artificiels. Tout est devenu artificiel puisqu'il y a eu un grand bug en 2024 et évidemment que pour se nourrir, c'est plus trop la joie. Hein, donc un élevage de larves avec un robot qui a essayé d'échapper à son sort et qui est un humain, un androïde en fait, hein, qui ressemble à un humain qui fait voilà. Et puis la voiture volante et puis ces paysages de désastre. Vous voyez qu'on est au fond dans ces deux univers, dans ces deux imaginaires très prégnants. Et comme je vous le disais, ça c'est un petit montage que j'ai pu faire avec notamment un livre Nos futurs solidaires que j'ai piloté. Manifestations, extinction, rébellion, voilà, différents éléments, des manifestations contre, voilà, ou des associations pour le coup, accompagnant des personnes en grande précarité, un truc qui s'appelle Mobile Douche, donc c'est un petit montage, mais au fond, pourquoi ce montage? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce montage? Il nous dit que, au fond, ce qui se passe dans la vie, qu'on va reconstruire lorsqu'on a vécu, des choses que l'on voit, des gens que l'on rencontre, des films qui nous marquent, tout ça participe de ce qui va potentiellement nous construire et construire notre vision du monde et pourquoi pas notre capacité de transformation. Donc premier item, je pense que je n'aurai pas le temps de tout dire, donc je ferai quelques raccourcis malheureusement. Premier item avec une image de l'armée des 12 singes de Terry Gilliam. Au fond, interrogeons-nous sur la fonction, ce que nous fait, ce que nous apportent les utopies ou dystopies, les mondes post-apocalyptiques, les futurs proches, instables. Voilà. Essayons de faire une petite analyse, un petit exercice pour voir, au fond, est-ce que, sans même qu'on s'en rende compte, ça nous marque ou pas? Alors, ces mondes, ils sont nombreux. Ils vont de Mad Max en passant par The Walking Dead. Donc là, on est sur le post-apocalypse, hein, sur le monde des zombies. Déjà, ce qui est intéressant, je ne vais pas entrer dans le détail et vous parler de tous ces films, de ces livres, mais si vous comparez un livre très peu connu comme Le Monde enfin de Jean-Pierre Andrévon et que vous le comparez avec La Route, déjà, il y a quelque chose d'assez étonnant. C'est que dans les deux cas, on est dans une dystopie. Ce qui est intéressant dans Le Monde enfin, c'est que à l'origine, c'est une sorte de virus qui va complètement, on va dire, qui va détruire l'humanité. On ne sait pas d'où vient le problème dans La Route de Cormac McCarthy, mis en scène au cinéma par John Hillcoat en 2009. Mais dans un cas, dans La Route, aucune voie de sortie. Le bonheur ne vient que quand on se retrouve dans un bunker pour pouvoir trouver du Coca-Cola et des conserves. Tout est grillé, tout est mort, tout est gris. Aucune porte de sortie. Et bien évidemment,
pas loin, le cannibalisme. Dans le monde enfin, l'humain, lui, est en déshérence, il y a des problèmes de fécondité, mais c'est en quelque sorte ce que d'aucuns appellent la nature qui, elle, prend sa revanche. Il y a une scène avec un éléphant télépathe par rapport à un humain dont l'éléphant se moque, qui est assez folle. Au fond, le fait qu'il y ait encore de la vie fait qu'au cœur même de la dystopie, on peut recréer quelque chose de différent. Et ça, c'est précieux. Hein. Donc, ça rejoint au fond l'étymologie même du mot apocalypse, qui est quelque chose de l'ordre d'une révélation autant qu'un désastre. Quelque chose, voilà, hein, c'est la catastrophe, c'est aussi c'est une chute, c'est une renaissance à partir de cette chute. C'est le papillon, hein, c'est la chenille qui meurt et le papillon qui potentiellement a la possibilité de naître. Donc la question, en fait, quand on voit les imaginaires post-apocalyptiques, les imaginaires de zombies, tous ces imaginaires-là, c'est au fond, est-ce qu'on est dans quelque chose de l'ordre de la simple punition, du retour au même, ou est-ce que se glissent au cœur même de l'apocalypse des éléments d'autres types de valeurs, des éléments de renaissance. Et c'est un travail qu'on peut faire sur beaucoup de livres, beaucoup de productions. Le célèbre Ravage de René Barjavel, qui date donc de 1942, pour le coup, c'est en 2051, soudainement, plus d'électricité, et c'est une plongée, les images le montrent. Hein, un ravage, c'est c'est un incendie, toute la France qui au fond, qui meurt. C'est évidemment une logique totalement anti-progrès. Et comme j'ai mis cet extrait, effectivement, qui est un petit peu long, c'est le retour, purement et simplement, à une nature, ou à une idée de nature, une logique où on va, d'ailleurs à la fin du bouquin, il y a les 3 moments dans le livre, il y a l'avant, le pendant de l'apocalypse et l'après. Dans l'après, celui qui est devenu le grand patriarche, qui était au début du roman le jeune, qui lui résistait en quelque sorte à la fois à la technologie et au spectacle, et qui va se retrouver en première ligne pour sauver quelques personnes, eh bien, il crée un rituel où on brûle les livres, parce que tout simplement, tout ça, ça ne peut pas fonctionner. Il faut brûler les livres. Si l'un de ces sbires se met à créer une machine, il faut détruire la machine, voire assassiner le sbire. On est dans une logique, effectivement, très judéo-chrétienne, de l'ordre de la punition, où la seule voie de sortie est, en gros, un retour en arrière. À l'inverse, si vous prenez les 4 livres clés de J.G. Ballard, datant de 1962 à 1966, comme Sécheresse ou Le Monde englouti, apparaît une fascination pour la catastrophe. Et on se rend compte, en fait, lorsqu'on lit ces livres, ces romans, on se rend compte à quel point nos désastres intérieurs communiquent avec nos désastres extérieurs. À quel point le noir qui nous habite ne peut créer au fond que du noir dans l'environnement qui est le nôtre. Et à l'inverse, les quelques éclairs de lumière peuvent nous permettre, au cœur même du désastre, de construire d'autres choses. Avec en plus une fascination, une beauté des paysages de J.G. Ballard. Donc là, on entre quelque part, par rapport à Ravage, dans une vision de la catastrophe qui est déjà plus ouverte. Alors bien sûr, dans tous les livres qui, au fond, abordent, nous alertent par rapport aux désastres environnementaux, il y a évidemment cette fonction qui est la première qui vient en tête, qui est celle de l'alerte. Bon. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'alerte seule suffit ? Je ne vais pas revenir sur le Margaret Atwood, parce que sinon, si je reviens sur tous les bouquins que je vous montre, je pense qu'on va au mur. Mais pour Margaret Atwood, c'est elle, La Servante écarlate, la série, c'est elle qui en a fait les romans de La Servante écarlate. Et c'est un roman, effectivement, qui part d'un virus et où l'humain se détruit lui-même, littéralement, là encore, par la technologie. Le Waterknife de Paolo Bacigalupi est plus intéressant, parce qu'effectivement, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il extrapole des tendances d'aujourd'hui par rapport à l'eau, et il met en scène ses conséquences au cœur des États-Unis, avec un pointillisme
assez extraordinaire, une connaissance des mécanismes de fonctionnement, de partage ou pas de l'eau entre les États, entre les entreprises qui gèrent l'eau. Et la catastrophe qu'il décrit, c'est un peu comme si, le bouquin date de 2015, c'est un peu comme si en 2015, il mettait en scène quelque chose qui d'ores et déjà se passe dans certains pays d'Afrique, notamment proche du Sahara, et qu'il l'extrapole sur une région autour du Nevada, l'Arizona, avec donc le fleuve, je crois que c'est le Colorado, je ne sais plus, voilà. Bon. Et au fond, là, pour le coup, il saisit son public. Il y a des migrants climatiques et une journaliste qui voit, en fait, qui constate, en fait, l'ensemble de ce désastre. Alors, ça parle, ça touche, parce qu'on entre dans l'humain, mais est-ce que la pure noirceur, la pure dystopie suffit, en quelque sorte? Est-ce que l'alerte suffit à changer? Est-ce que l'alerte n'existe pas déjà aujourd'hui partout avec les rapports du GIEC? Est-ce qu'au fond, c'est ce type de démarche qui, surtout si après elle se retrouve dans un jeu vidéo, dans des films plus grand public, est-ce que c'est ce type de démarche qui va nous faire changer? Alors, en 1973, lorsque sort Soleil Vert, l'alerte qu'on retrouve dans un grand nombre de livres et de films, comme d'une certaine manière Don't Look Up, l'alerte, elle est moins commune. Il y a eu le rapport Meadows en 1972, bien évidemment. Il y a déjà des écologistes, mais le film va paraître juste avant le premier choc pétrolier. Il va paraître aux États-Unis juste avant et en France juste après. Et ce qui est assez fou, c'est que l'année dernière, en 2022, c'était l'anniversaire de Soleil Vert, les 50 ans, et il y a eu des projections. Et il y a par exemple eu dans une salle de projection une femme qui n'a pas voulu voir le film parce qu'il l'avait trop marqué et qui est venue pour le débat. Et qui a expliqué qu'est-ce que ça lui a fait et comment elle a changé après. Il y a une artiste, Dominique Gonzalez Foster, qui a fait un film à partir de Soleil Vert, où elle met en scène qu'est-ce que ça lui a fait à 12 ans lorsqu'elle a vu le film. Et qui après explique comment elle l'a utilisé, par exemple, à la London Tate, donc au musée d'art contemporain de Londres, qui explique comment après elle en a fait une pièce, elle s'est inspirée d'une de ces scènes pour faire THX, je crois que ça s'appelait THX, je ne sais plus combien, une scène voilà, qui a rejouer le dispensaire dans lequel Charlton Heston se retrouvait après la mort d'une jeune femme et il y amenait un gamin. Donc déjà, on voit, oui, ça fonctionne. Ce que je vous disais par rapport aux imaginaires qui nous touchent, là en tout cas ça nous touchait. Mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir le sentiment que Don't Look Up nous fait plaisir mais marche moins bien? Est-ce que la clé, c'est pas le fait que d'un côté, lorsqu'on est Soleil Vert, la situation, la surpopulation, la chute de la biodiversité, tous ces éléments-là, on a le sentiment qu'on peut agir dessus. Ouais, on a le sentiment que, même si c'est une catastrophe, que l'on peut encore, un tant soit peu, faire quelque chose. En tout cas, c'est de notre ressort. C'est en quelque sorte immanent. Là, Don't Look Up, c'est une comète qui descend sur nous, c'est transcendant. Le personnage principal, c'est un enquêteur qui voit des gens. Les gens à qui elle a affaire dans Soleil Vert, c'est des gens comme nous tous. Donc c'est au fond, voilà, on est dans une logique de l'anti-héros. Alors que dans Don't Look Up, on est les gens que l'on voit, c'est intéressant, mais ce sont des politiques et ce sont des scientifiques. Et les scientifiques ne sont pas écoutés. C'est-à-dire le seul message, c'est « écoutez-nous, la catastrophe va arriver ». Et donc le message sous-jacent, c'est si vous ne faites rien, en gros, vous êtes mort. La vraie différence entre les deux, c'est que, d'abord, il y a une différence de temporalité, c'est que le film Soleil Vert intervient à un moment où l'alerte est sans doute plus essentielle, on va dire, ou en tout cas, elle passe moins par d'autres canaux, elle est moins entendue, les scientifiques qui travaillent déjà sur ces questions sont peut-être moins entendus. Là, ils sont entendus, mais le seul message, il n'est pas que faire. Qu'est-ce qui est à notre portée? Comment orienter les choses pour changer? Il est écoutons les scientifiques. C'est pas négatif, c'est positif d'écouter les scientifiques. Mais si on ne donne pas des clés aux citoyens au-delà de la simple écoute, sinon ça vous tombe sur le nez, est-ce que ça marche aussi bien?
Est-ce que le divertissement fonctionne aussi bien? C'est une question. Hein. Un des auteurs les plus intéressants des années 70 et 80 en science-fiction est John Brunner. John Brunner, lorsqu'il écrit Le troupeau aveugle en 1972, où, comme vous voyez à cette image, les gens portent des masques pour traverser la rue, et il y a un truc assez fou, c'est qu'il imagine un groupe qui ressemble à s'y méprendre à Extinction Rebellion. Il imagine un groupe qui s'appelle les trainistes, d'après un personnage qui s'appelle Train, et les trainistes, eh bien, c'est des effondristes avant l'heure qui essayent de changer leur mode de faire. Ils font de la permaculture. Ils essayent. Donc on est en plein désastre, en pleine catastrophe. Ils ont un mal fou. Mais au cœur même de la dystopie se glisse quelque chose de l'ordre d'une utopie lucide, concrète, qu'on peut essayer de construire. On n'est ni dans l'utopie, ni dans la dystopie, mais on se rend compte que du pire peut naître quelque chose. Au fond, c'est ce qu'on retrouve aussi dans Tous à Zanzibar, de ce même John Brunner, en 1968. Il y a au sein de ce roman, qui est un roman sur les dérives à la fois eugénistes, là encore de l'ordre de la surpopulation, un peu comme dans Soleil Vert, il y a un petit pays africain, le Bénina, voilà, ça ressemble un peu à Bénin, on ne sait pas trop ce qu'il en est, mais où il y a des gens très pauvres, mais avec un art de vivre qui, au fond, est la poche d'espoir au cœur même d'un monde totalement dystopique. Donc, des utopies au cœur de la dystopie. Est-ce que l'une des clés, ce n'est donc pas de se dire, par exemple, si vous faites des œuvres vous-même, si vous construisez des dispositifs, est-ce qu'il ne faut pas, dès lors qu'on alerte, et dès lors qu'on sait qu'il y a des tas de vecteurs d'alerte aujourd'hui, les rapports du GIEC, on entend à la radio et je ne sais quoi, est-ce que, si l'on participe d'une désolation, il ne faut pas, d'un même élan, donner des clés d'une illumination, donner des clés d'une énergie qui pourra nous pousser à sortir du marasme. Sur l'onde de choc, il y a un autre roman de John Brunner, qui est un roman qui est l'un des romans les plus extraordinaires, qui a influencé ceux qu'on a appelés les crypto-anarchistes, parce que c'est le tout premier roman dans lequel il y a un verre informatique, dans lequel il y a un piratage informatique assez génial. Ça a été un roman vraiment clé de toute la contre-culture numérique. Dans ce roman, on découvre au bout d'un moment une ville qui s'appelle Précipice, qui a été construite, une sorte de cité libre, qui a été construite après une catastrophe en Californie, avec une sorte de petit village partout, par les habitants, des bénévoles, des scientifiques, des savants, et qui fonctionne sur la logique des communs. Quand le personnage du roman principal arrive dans cette cité-monde, il ne voit pas que c'est une cité. C'est tellement au cœur même de la nature, au cœur même qu'il ne voit même pas au départ ces maisons. En fait, on est en 1975 et au cœur même, là pour le coup, on est dans une dystopie de surveillance globale. On a l'impression d'être en gros chez Alain Damasio lorsqu'il écrit les Furtifs ou lorsqu'il écrit son premier roman. Donc un monde de contrôle absolu quelque part. Et au cœur de ce monde-là, on a ce personnage qui est une sorte de petit génie de l'informatique qui va se retrouver dans cette ville des communs avant l'heure et qui, par ailleurs, cultive la libre parole. C'est que les gens parlent à l'ensemble des États-Unis et écoutent. Voilà. Hein, c'est une sorte de système assez étonnant avant l'heure dans un monde ultra conformiste. Et là encore, on voit que, au cœur même de la dystopie, se niche une utopie, passant à la fois par un usage totalement différent de la technologie, au nom de la liberté, au nom d'une réinvention de la démocratie, et un rapport au monde, un rapport aux choses non extractiviste, basé sur les communs, qui effectivement, au fond, motive ce personnage dans sa lutte contre ceux qui veulent le récupérer, c'est-à-dire en gros le gouvernement des États-Unis, qui sont dans une sorte de pseudo-démocratie, au fond, totalement tyrannique. Donc voilà. Il y a bien sûr aussi, dans ces logiques de sortie, dans ces logiques on va dire, évidemment, l'utopie peut aussi avoir un sens. Alors je pourrais parler du fameux Ecotopia de Ernst Kallenbach, mais je vous laisserai découvrir ça. Vous pourrez, je mettrai à disposition mon document. Je préfère juste parler peut-être de ce roman-là, de Becky Chambers, un psaume pour les recyclés sauvages. C'est 2 volumes d'histoires de moines et de robots. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que chez les auteurs et autrices d'aujourd'hui, la jeune génération
de science-fiction. Becky Chambers en étant un exemple, en fait. Eh bien, il se passe quelque chose de l'ordre de la réinvention d'une utopie, et qui est assez étonnante, en fait. Plutôt que d'alerter, ou uniquement d'alerter, ce que fait ce conte, par exemple, c'est qu'il imagine une sœur jumelle de la Terre, Panga, une lune. Et elle imagine un monde dans lequel, cette lune aurait accompli sa transition écologique. Donc, par exemple, la seule grande ville de cette lune, les immeubles sont en caséine. Tout suit les cycles de la vie, avec une sorte de religion bis. Alors, le personnage central est Freurdex, parce que c'est une Yel, elle est non-binaire. Et elle va rencontrer un robot recyclé sauvage, parce que, comme chacun sait, à un moment donné, il s'est passé un drôle de truc, c'est que les robots, soudainement, ont quitté toutes les usines. Voilà, peu à peu, pour aboutir à la transition, il y avait de moins en moins d'industrie, mais à un moment donné, ils ont tout quitté, et ils ont décidé d'accepter de mourir, d'essayer d'expérimenter la vie. Donc ils ont été dans des zones qui sont devenues des zones sans humains, pour reconstruire cette lune Panga, et ils ont décidé d'expérimenter ce que pourrait être la vie, donc d'accepter de se réparer à minima et de ne pas être immortel. Ça devient... Les descriptions de l'usine abandonnée, par exemple, du roman, est assez extraordinaire, et ce personnage, le robot recyclé sauvage, devient un personnage conceptuel, comme Deleuze et Guattari pouvaient le mettre en scène. Ça devient un personnage qui illustre un concept, qui illustre le concept de la transformation, de la transition. C'est un personnage impossible, mais ce personnage impossible, il nous parle, tout comme les tout petits détails de ce chariot de Freurdex, qui est une moine de thé. Donc voilà, enfin un boulot essentiel. Plutôt que de diriger une multinationale, soyez moine de thé. Allez apporter du thé aux gens autour de vous. Ça, c'est un boulot utile. Voilà. Et c'est en gros ce qu'elle fait. Avec sa petite chariot, son petit chariot, avec un fonctionnant à l'énergie solaire. Donc là, on a quelque chose de l'ordre de l'utopie, quelque chose d'une sorte d'utopie, mais lucide, parce que c'est dans un monde parallèle qui nous sert de miroir. Et on voit bien comment, au fond, il faut sortir de cette logique de la pure dystopie, et comment les auteurs d'aujourd'hui le font. Paradoxalement, parce qu'évidemment qu'on a tous bien conscience, si vous me permettez l'expression, et je mettrai des guillemets, de la merde dans laquelle on est. Alors je pourrais donner d'autres exemples, et c'est un exemple qui va me permettre de passer à l'IA, Résolution de l'ICAM, dont le dernier roman Visite vient de sortir, qui est écrit dans une langue non inclusive absolument inconcevable. Dans ce roman-là, elle met en scène, dans une île, une logique de transition. Et ce qui est assez fou, c'est qu'au début de son roman, les IA sont des purs anges du marketing destructeurs, et au cœur même de son île, il y a une IA qui, au contraire, elle, une IA psychologue, qui, elle, parce qu'elle ne juge pas, parce qu'elle fonctionne selon une logique totalement différente, va, pour le coup, être plus qu'utile. Alors, petit tour d'horizon qu'on a fait, donc je vais encore prendre une vingtaine de minutes et pas plus, pour qu'il puisse y avoir discussion. 25. Donc j'ai traité de manière trop rapide, évidemment, un premier exemple autour de cette question qui sont, d'une manière ou d'une autre, liées à l'écologie, au post-apocalypse. Maintenant, qu'en est-il de l'intelligence artificielle ? Avec ces deux images, l'une donc, du film Artificial Intelligence, qui date, je crois, de 1999, donc de Spielberg, et cette image que j'ai trouvée un jour, Google is God, où, bien évidemment, on se rend compte que le seul dieu dans tout ça, c'est le chien qui pisse sur Google. Donc, même si j'adore Google, qui est un exemple assez passionnant, sur lequel j'ai fait un bouquin, qui s'appelle Google God, et dont le titre avait été trouvé par une étudiante que j'ai remerciée dans le livre. Donc, en fait, pourquoi et comment les fictions de l'IA du futur peuvent-elles nous éclairer ? Déjà, il faut savoir le poids assez extraordinaire qu'ont les fictions dans le monde de l'IA. Je ne sais pas si vous avez suivi, si vous avez vu le rapport Villani qui était sorti en 2018. Donner un sens à l'intelligence artificielle. Bon.
Alors c'était globalement un rapport assez ennuyeux, comme la plupart de ces rapports, sauf qu'il y avait des nouvelles. Et sauf que dans son introduction, il disait quelque chose qui mérite vraiment d'être lu, pour le coup, qui est que l'IA s'est toujours développée avec ses imaginaires, angoissants ou fantastiques. Que l'IA est indissociable, selon lui, des fictions mêmes de l'intelligence artificielle, des fantasmes, des projections collectives. Et en introduction, il citait même 2001 l'Odyssée de l'espace, dans un rapport quand même gouvernemental, Her de Spike Jones et Blade Runner, en disant qu'on ne pouvait pas ne pas considérer la fiction en parallèle, donc la motivation, la sensibilité, les visions du monde qui vont avec, au même titre que les recherches scientifiques et technologiques. Il le disait, et dans ce rapport-là, il a même fait en sorte qu'il y ait des nouvelles autour de l'IA. Et donc le rapport est parsemé de nouvelles de science-fiction. Voilà, ça, c'est important. C'était la première fois dans un rapport de gouvernement qu'il y avait des nouvelles de science-fiction. Évidemment que c'est pas ça qui a été retenu. C'est ça que j'ai retenu parce que j'ai l'esprit mal tourné. Mais et que le reste du rapport m'ennuyait plutôt. Donc, mais c'est voilà. Et c'est d'autant plus important que il y a évidemment que la méthode scientifique est une méthode rationnelle. Évidemment que la méthode scientifique fonctionne à partir des preuves. Mais en amont, il y a des hypothèses. Il y a aussi la capacité à changer les hypothèses. Bon. Et il y a les motivations, ce qui pousse les gens à faire. Donc, croire que parce qu'on est scientifique, on est détaché du fantasme, de l'imaginaire, de l'image, les plus grands scientifiques eux-mêmes vous diront évidemment que c'est une aberration. On pourrait citer des tas d'exemples parmi les astronomes, les astrologues, Einstein lui-même, etc. On a parfois tendance à l'oublier, mais eux-mêmes l'affirment haut et fort. Alors, évidemment, parfois, ça déraille. Et donc, là, vous pouvez penser que Blake Lemoine, avec un nom pareil, est un personnage de série, avec un visage plutôt de méchant débonnaire. Non. C'était un ingénieur de chez Google qui, à un moment donné, a expliqué que son IA générative, quelques mois avant que sorte ChatGPT, était vivante, était consciente, méditait. Il fallait un avocat pour la défendre. Vous direz, il a juste déliré, il a pété une durite. Bon, dans un premier temps, les gens de Google lui ont dit, parce qu'il était ingénieur chez Google, un peu mystique, même très mystique, lui ont dit, bah, tu arrêtes, quoi. Tu peux penser ce que tu veux, mais tu le dis pas dans les médias comme tu le fais. Bon, malheureusement pour lui, il a continué. Donc il s'est fait virer. Bon. Mais ce qu'il disait là, c'était un non-dit très fort. C'est pas juste une bêtise. Bien évidemment, personne ne croit que son IA est intelligente, que son IA médite, son IA est contemplative, son IA est une créatrice. Le fait qu'il le croit au premier degré nous fait dire que peut-être au deuxième, voire au troisième degré, dans ce qui nous motive par rapport à ces objets-là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose, évidemment, de l'ordre de l'imaginaire, du rêve, du fantasme, d'une IA qui serait autonome. On est très loin du compte, bien évidemment. Mais penser cela, aller aux sources de cela, c'est peut-être, au fond, nous éclairer. Alors, évidemment, ça vient de loin. Frankenstein et le Prométhée moderne, c'était le docteur Frankenstein et son monstre que l'on voit ici. Tout ça possible grâce à l'électricité, quand même. La clé, c'est l'électricité. C'est le moment où les mythes de création de la vie, ou de destruction de la vie, qui étaient auparavant essentiellement de l'ordre des mythologies, de l'ordre des religions, passent dans le monde profane, via la science. Et ce qui est assez fascinant lorsqu'on lit le roman de Mary Shelley, c'est qu'on se rend compte que le chercheur, le savant, il fait ça pour la beauté de la connaissance. Il crée le monstre de Frankenstein, non pas pour créer un monstre, et après il devient irresponsable, bien évidemment. Donc la morale judéo-chrétienne revient évidemment au galop, c'est logique, c'est normal. On n'est pas comme au Japon, dans la religion shintoïste, où il y a des cérémonies religieuses, il y a des robots qui interviennent. On est sur une logique occidentale, là, pour le coup, qui est très différente de la logique, par exemple, asiatique, japonaise, shintoïste ou hindouiste. Mais en tout cas, dans le monde occidental, c'est un passage. Alors on pourrait multiplier les exemples, on pourrait parler des automates, du canard de Vaucanson, on pourrait parler de Métropolis. Voilà, on pourrait multiplier les cas. On pourrait parler des 3 lois de la robotique de Isaac Asimov en 1942. Elles apparaissent à ce moment-là, en fait, dans les
magazine bon marché américain qu'achètent les jeunes toutes les semaines ou tous les mois. Ce qui est fou, et c'est ça qui m'intéresse là maintenant, sans entrer dans les détails, au-delà en fait on va dire de tout ce que l'on peut dire par rapport à ce rapport entre imagination et fantasme, entre science et fiction, et comment, au fond, tout ça se mêle, y compris chez certains technologues, comme ici Ray Kurzweil. Au-delà de tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 2-3 exemples pour vous, juste, des exemples auxquels on ne pense pas. On n'y pense pas le plus souvent. Pourquoi ? On n'y pense pas parce que la façon dont les imaginaires nous influencent, en l'occurrence la façon dont les imaginaires influencent des concepteurs de technologie, des scientifiques ou des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, c'est des choses qu'on ne dit pas de façon générale. C'est des choses qui restent en quelque sorte secrètes. Ça reste du domaine du privé, et non pas du public. Sauf que parfois, par les réseaux sociaux, ça sort. Exemple parmi d'autres. Combien y en a-t-il parmi vous qui ont un téléphone avec un système d'exploitation Android ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ça s'appelle Android ? Je ne pense pas. On l'utilise, mais on ne se pose pas la question pourquoi ça s'appelle Android. Il se trouve que le concepteur, celui qui avait créé la start-up Android rachetée par Google, Andy Rubin, était un fan absolu de Blade Runner. Et c'est ce qui l'a motivé pour travailler sur ce terrain technologique. On ne le savait pas. Et quand il a quitté Google, en 2016, en janvier 2016, il a souhaité bon anniversaire à Roy Batty. Roy Batty, c'est le répliquant, le Nexus 6, le principal répliquant de Blade Runner. Donc il a été chercher la petite image avec la fiche signalétique donc, du répliquant. Elle est à l'écran à peu près 5 secondes. Il a pris l'image et il a noté dans son calendrier de souhaiter bon anniversaire à Roy Batty, donc le 8 janvier 2016. Il faut être un peu barré, non, quand même. Donc le gars... Et à posteriori, on s'est dit, mais oui, quand Google a voulu montrer ce qu'on pouvait faire avec son système d'exploitation Android, et qu'ils ont créé leur propre gamme, la première gamme de smartphones et de tablettes, comment ils l'ont appelé ? Nexus. Nexus 6. Ben oui, les smartphones, première étape pour aboutir au répliquant. Logique. Et là, quand je suis tombé sur ce tweet, vous imaginez bien à quel point, c'est comme on trouve une pépite quelque part, une pépite d'or qui apparaît, et donc je l'ai recueilli, et ce Happy Birthday Roy, il a d'ailleurs aussi souhaité un bon anniversaire une semaine après à Priscilla, une autre des réplicantes. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le garder, et je n'ai gardé que l'anniversaire à Rush Hour, Roy Batty, qui montre bien qu'on le dise ou non, qu'on le sache ou pas, ça influence. Qu'est-ce qui nous motive ? Qu'est-ce qui nous transforme ? Le tweet de Andy Rubin. Eh bien, donc pourquoi a-t-il appelé ça Android ? Tout simplement parce que c'était un fan de la question des androïdes. Inutile de chercher beaucoup plus loin. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Sans parler des références au début de la création de Google, que les gens de Google faisaient par rapport à HAL 9000. Ils en parlent et ils voyaient à l'époque l'Internet, et donc Google, comme une sorte d'être vivant. Sans parler qu'en 1997, lorsque le Deep Blue de IBM bat aux échecs Kasparov, des bouquins vont sortir à bout d'un moment pour montrer que c'était un bug. Un bug comme celui de 2001, l'Odyssée de l'espace. Après, vous me direz, il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler. Par exemple, vous connaissez peut-être Neuralink, le projet de lacet neural de Neural Lace de Elon Musk. C'est un des nombreux projets de Elon Musk. Au-delà des Tesla, au-delà de ses trains, au-delà de tout ça, il a un projet qui est de dire, je vais faire en sorte, il l'a révélé en juillet 2016, en 2017, il s'est né en juillet 2016, il l'a révélé après en 2017, et aujourd'hui il a commencé par faire des expérimentations, les pauvres, avec des singes, avec des animaux qui ont, malheureusement, pour beaucoup, la plupart n'ont pas survécu. Et après, maintenant, il dit qu'il va essayer de faire ça, utiliser son lacet neural pour des personnes en situation de handicap, s'ils veulent bien. Au fond, le lacet neural, c'est une connexion pour lui directe entre le cerveau et les intelligences artificielles. Voilà. Bon. Et vous me direz, le neural lace, ce terme-là, il vient d'où ? Il vient d'une série qui s'appelle La culture de Ian M. Banks.
qui est une série qu'a également lu d'ailleurs Mark Zuckerberg, qui en a fait référence 2-3 fois. Sauf que dans la culture de Iain M. Banks, ce cycle-là, la culture, c'est un monde du lointain futur ou d'un monde parallèle qui a totalement hédoniste, anarchiste, au sein duquel les vaisseaux spatiaux, les drones sont des citoyens, tout comme les êtres d'autres civilisations. Et à un moment donné, il y a un dialogue entre un vaisseau spatial et un humain sur le Neural Lace, où on apprend que le Neural Lace, le lacet neural, a certes permis des connexions extraordinaires et des choses assez intéressantes par rapport au rapport entre les humains et les IA, mais ça a été aussi et surtout un outil de manipulation et de torture. Ah oui, quand on invente une technologie, on invente le meilleur comme le pire. C'est une sorte de potentiel qui, en fonction de ce que nous sommes, en fonction de notre vision du monde et politique, peut aboutir à Poutine ou peut aboutir à son exact inverse. On ne sait pas. Tout est jouable et possible. Et donc, croire les gens du marketing qui vous disent « le Neural Lace, c'est uniquement un bonheur, parce qu'on va pouvoir être en connexion directe avec les IA et donc être beaucoup plus efficient », c'est un piège. Et en allant aux sources de ces mots-là, de ces expressions-là, on peut arriver à le déjouer. Puisqu'effectivement, la réalité au sein même du roman est évidemment beaucoup plus complexe. Autre exemple, celui qu'on crédite le plus souvent de l'invention de la singularité technologique. La singularité technologique, c'est l'idée qu'à un moment donné, c'est l'idée donc ceux qu'on appelle les transhumanistes, c'est l'idée selon laquelle, à un moment donné, pour survivre, puisque les IA vont être super intelligentes et vont nous dépasser, pour survivre aux IA, il va falloir qu'on fusionne avec elles. Bon. Certains disent que c'est en 2030, en 2045, bon voilà. Bon, et l'un des textes fondateurs de cette singularité technologique est un texte de Werner Vinge. Il a présenté au départ dans une conférence de la NASA, c'était au début 1993, et qu'il a publié dans le Whole Earth Catalogue à la fin de l'année 93. Et ce texte, qui est accessible en ligne, est une pure caricature. Bon. Werner Vinge est mathématicien, mais c'est aussi un auteur de science-fiction très connu, de hard science. Et avant de faire cette présentation, il a mis en scène la singularité technologique dans des romans, en particulier dans ce roman, La Captive du temps perdu. Sauf que dans La Captive du temps perdu, en tant que romancier de science-fiction, là, il a autant de visions de ce qui s'est passé, il y a eu une extinction, parce que bien évidemment que l'idée de la catastrophe rejoint celle de l'intelligence artificielle. Si on ne fusionne pas avec les machines, on va vers la catastrophe. Donc il y a eu une extinction. La Terre, il ne reste plus qu'une bulle qui navigue dans le temps. Et il y a une sorte d'enquête, parce que l'un des personnages est assassiné dans le roman. Il y a une sorte d'enquête, et l'enquête sous-jacente, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a autant de visions de ce qui s'est passé que de chercheurs, de scientifiques, de personnages. La vision de la singularité est l'une des options, mais il y a l'option écologiste, comme quoi c'est juste les humains qui ont tout détruit. Il y a une série d'options. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'auteur de science-fiction, Werner Vinge est plus ouvert et plus scientifique au sens propre du terme, c'est-à-dire sans dogme, que lorsqu'il est scientifique. Cherchez l'erreur. Cela voudrait peut-être dire que, nourri d'énergie artistique, le scientifique arrive à aller au-delà de ces tendances et à faire penser et réfléchir, alors que s'il oublie l'énergie artistique et qu'il se croit dans son dogme scientifique, au contraire, il devient une sorte de caricature de Poutine de la science. C'est une hypothèse que je vous propose, comme il peut y en avoir d'autres. Multiplions les exemples. Je ne sais pas si vous connaissez Replica. Replica, il avait déjà ce logiciel, cet algorithme, cette IA, avait 2 millions d'adeptes en mai 2023. C'est un compagnon. Voilà. C'est un compagnon ou une compagne amicale, d'amour aussi. Et quand on voit les dialogues sur les réseaux sociaux, ce que les gens disent de leur algorithme, on a juste l'impression d'être dans Her de Spike Jonze. Mais littéralement, en fait. Hein. Alors, évidemment que ça va. C'est peut-être une histoire d'amour qui ne va pas aller aussi loin que dans Her de Spike Jonze, qui tombe amoureux de son système d'équatation. Mais le film de 2013 anticipait la réalité de Replica, IA générative de l'ordre du compagne et de la compagnon, apprenant de la proximité avec vous, ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'entendre, vous choisissez la voix, etc. Eh bien, voilà. La fiction a devancé, en quelque sorte, la technologie, une nouvelle fois.
Ça va toujours dans les deux sens. Hein. Croire que ça va que dans le sens des sciences vers la fiction ou de la fiction vers la science serait une erreur. Tout ça, voilà, tout ça fonctionne évidemment de tous côtés. D'où l'importance d'une approche technocritique de l'IA. Voilà, hein. Donc, je pourrais multiplier les exemples, je pourrais vous donner beaucoup d'illustrations. Alors, évidemment, dans l'autre sens, c'est beaucoup plus commun, hein, dans le sens de la science vers la fiction, pour vous montrer, au fond, pourquoi et comment la fiction peut nous éclairer. Les imaginaires inventés peuvent nous projeter, on ne sait où. Alors, il est 20h08, donc peut-être que je ne vais pas passer sur les 1, un petit peu. Bon. Donc là, vous voyez ce qu'on a fait. On a passé cet imaginaire écologique, cet imaginaire de l'effondrement, avec plutôt imaginaire écologique, avec ses multiples facettes, du post-apocalypse à l'utopie verte. On a vu comment la mise en scène, j'aurais pu parler aussi de Artificial Intelligence, de Spielberg, d'autres films, de Ex Machina. On a vu, et vous imaginez qu'on peut multiplier les exemples, comment aller aux sources imaginaires parfois de certaines technologies nous permet non pas de les détruire, de les considérer comme nulles et non avenues, mais de les mettre à distance, de nous aider à penser ces technologies. Hein. Qu'en est-il d'autres imaginaires? L'imaginaire de l'espace. Ce qui est fascinant à l'imaginaire de l'espace, alors bon, j'aime pas quand je mets trop de texte, j'ai enlevé les éléments de texte, heureusement. Mais l'imaginaire de l'espace, il est très paradoxal. Il y a deux personnes qui ont inventé l'hypothèse Gaïa, hein, l'idée que, même si elle était assez controversée, mais en tout cas l'idée que la Terre fonctionnerait plus ou moins comme une sorte d'être vivant, mais sans aucun gouvernail, sans aucun cerveau, bien évidemment. Cette hypothèse a été inventée par James Lovelock, qui travaillait sur la question de Mars, qui travaillait sur les questions de planètes. De la même façon que Lynn Margulis, qui a dialogué avec lui pour créer cette hypothèse, et d'autres, était une biologiste qui travaillait sur les symbiotes, sur les microbes, et sur toute la vie et toute la façon dont ces microbes, dans ces symbiotes, dans ces bactéries, hein, l'univers bactériel, a pu créer, se balader, voilà, en mettant à distance un certain nombre d'idées reçues qu'on pouvait avoir par rapport à tout ça. On voit bien comment, au fond, l'espace, c'est à la fois l'écologie la plus pure, puisqu'on s'interroge sur la potentialité d'autres vies, d'autres espaces, même si pour d'aucuns, ces espaces ne sont que morts. Effectivement, en majorité, le vide interstellaire est quelque chose dans lequel la vie ne peut, a priori, en tout cas, pas se construire. En revanche, aujourd'hui, il y a des gens comme Hélène Courtois, comme Nathalie Cabrol, les astrologues, qui, effectivement, en prenant appui sur les milliards de planètes qu'il y a dans nos galaxies, dans nos étoiles, pour dire que la potentialité qu'il y ait de la vie ailleurs, au contraire, est forte. Donc, chacun peut avoir sa position par rapport à ça. Dans tous les cas, on voit bien que il y a des exobiologistes qui travaillent sur la biologie potentielle d'êtres vivant dans des conditions plus difficiles, et notamment extraterrestres. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de comprendre qu'au fond, la question de l'espace, elle est à la fois ultra technologique, parce qu'on ne peut pas aller dans l'espace sans la technologie. SpaceX d'Elon Musk, pour ne citer que lui, Jeff Bezos, et qu'au fond, il y a une logique de conquête, y compris d'ailleurs pour aller chercher des métaux rares, des terres rares sur la Lune ou à l'heure, de l'hélium-3. Il y a cette logique, au fond, qui continue sur le même fil d'exploitation, le même fil extractiviste, mais il y a aussi l'antithèse de ça. Hein. On est à la fois sur l'hypertechnologie et sur l'hyper-écologie quand on pose la question de l'espace. Et l'extraterrestre, c'est à la fois celui qui peut nous détruire, mais c'est l'inconnu qui peut, en quelque sorte, nous servir aussi de miroir. Donc c'est pareil, comme la technologie, c'est un potentiel, hein, quelque part. C'est un miroir, comme l'IA est notre miroir. Hein, comme l'IA, comme ChatGPT, on pourrait en parler tout à l'heure si vous voulez, mais au fond, ChatGPT, ce qu'il nous montre, si des tas d'élèves peuvent réussir dans certaines écoles en utilisant ChatGPT, ça ne veut pas dire que ChatGPT est intelligent, ça veut dire que les écoles sont idiotes.
qu'elle ne forme que du conformisme. Et donc ça nous pousse à être au contraire de plus en plus singulier, quelque part, d'essayer de trouver ce qui fait la différence. L'espace est aussi un miroir, l'extraterrestre est aussi un miroir. Et là encore, on pourrait multiplier les exemples. Simplement, évidemment que les œuvres portent différents types de messages. Interstellar de Christopher Nolan, qui est un très beau film au demeurant, que j'ai adoré lorsque je l'ai vu, il part de ce principe que la Terre est condamnée. Et que donc, en niant l'exploration spatiale, on détruit l'humanité. L'hypothèse est critiquable. Sur ce registre, on est à l'exact inverse de Ad Astra, le film de James Gray. D'ailleurs, j'ai laissé, quand j'ai le temps et quand je fais des focus sur des sujets, je mets des extraits de films. Donc là, vous n'avez pas eu droit, c'est un peu con, mais mes étudiants aiment beaucoup, en fait, que je mette des extraits de films. Ça les repose, et puis ça me repose moi aussi. Mais dans Ad Astra, la Lune est devenue un territoire de conquête pur et simple. Et Brad Pitt se désole, comme aurait pu se désoler son père dans le film, de cette extension, quelque part, du capitalisme sur les espaces qui en étaient dépourvus. Donc il y a la logique d'exploration qu'on retrouve, par exemple, dans les romans, là encore, de Becky Chambers. Apprenti par bonheur est un roman absolument incroyable, où, dans un monde d'ailleurs plutôt post-effondrement, des tas de citoyens sont mis ensemble pour permettre la connaissance, l'exploration spatiale, et avec un respect des planètes qui vont potentiellement être découvertes, et les rencontres avec la vie, des vies extrêmement simples, primaires, mais totalement étonnantes que raconte Becky Chambers dans Apprenti par bonheur, sont un véritable bonheur. Pas de guerre. Pas de guerre, pas de conflit. Hein, on ne va pas zigouiller les méchants extraterrestres. On part en quête de connaissances. On est sur ce versant écologiste. On n'est pas absolument pas sur le versant critiqué par James Gray, et on n'est même pas dans Interstellar, puisque la planète existe encore, là, pour le coup, dans Apprenti par bonheur. On voit finalement qu'il y a... Tout est possible. Le miroir de l'espace nous permet de voir que la construction peut être dystopique ou utopique, que la construction peut être écologique ou au contraire extractiviste, continuer dans la logique du même. D'ailleurs, dans une bande dessinée qui s'appelle Soon, je ne vais pas tout dire, donc j'improvise en fait un petit peu pour ne pas passer des heures et des heures, parce que je pourrais passer des heures et des heures. Ce qui est intéressant dans cette bande dessinée qui s'appelle Soon, c'est que c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'une astronaute. Et il y a dans cette histoire plusieurs moments parallèles. Il y a une bande avec ces couleurs-là, vertes et noires, qui raconte ce qui s'est passé depuis Apollo jusqu'à 2151, le moment où se joue cette bande dessinée. Et il y a le monde qui a été totalement détruit, avec des parties qui sont invivables, des parties où on laisse la nature se régénérer. Et ce qui est assez fou, en fait, c'est que dans cette histoire en parallèle, on se rend compte qu'entre 2033 et 2050, il y a eu une multitude de crises. Ce bouquin est sorti avant le Covid, et évidemment qu'il y a eu des épidémies, il y a eu des guerres, et au final, alors qu'ils étaient 9 millions d'humains en 2050, ils sont plus que 800 000 en 2151. Et alors même qu'il y a une logique de reconstruction, qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on irait pourquoi est-ce qu'on explorerait alors même qu'il faut reconstruire la Terre? Eh bien, il y a cette fois-ci un Soon 2 qui répond à l'erreur magistrale de Soon 1. J'ai mis Soon 2, mais c'est Soon 1 en 2034 et Soon 2 en 2151. Je me suis gouré sur mes slides. Eh bien, on essaye de comprendre, au fond. On essaye de comprendre, il y a un dialogue entre le fils de cette astronaute qui ne comprend pas pourquoi elle part, et elle. Et au fond, elle, ce qu'elle dit, c'est que oui, bien évidemment qu'il faut plus que jamais s'occuper de la Terre. C'est ce que dit aujourd'hui un auteur de science-fiction comme Kim Stanley Robinson, qui va être aux Utopiales à Nantes à la fin du mois, début novembre plutôt. Évidemment que c'est la priorité des priorités. Mais l'homme, s'il cesse de regarder vers le ciel, il ne se construit plus. Il y a cette part de rêve, au fond. On est chez Bachelard, ici. Cette part de rêve qui fait que, même si on sait qu'on va dépenser une énergie folle, dans la recherche, dans la quête
de connaissance, de compréhension, garder malgré tout la tête plongée, ou plutôt levée vers le ciel, c'est quelque chose qui peut potentiellement avoir du sens. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Cette bande dessinée, Soun, est géniale par rapport à ça. C'est une œuvre philosophique, c'est une philofiction, purement et simplement. C'est une bande dessinée qui fait penser et réfléchir. Et ça, c'est précieux quelque part. C'est précieux parce que c'est plus facile à lire que mon bouquin de 600 pages. C'est précieux parce que c'est plus accessible que des essais de philosophie, et que ça peut vous amener à lire après de la philosophie, à aller vers des œuvres d'art. Et on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, toutes les options restent ouvertes, et ces œuvres, en quelque sorte, nous ouvrent l'esprit et nous montrent que tout n'est pas écrit d'avance. Y compris dans les catastrophes les pires, il peut y avoir des retournements, une sorte de contrat planétaire, 2096. Et si ce n'est pas pour nous, peut-être que c'est pour nos enfants ou nos petits-enfants, en fait. Donc, continuer à rêver, continuer à imaginer, même si on sait qu'on va rester minoritaire et qu'on ne verra pas ça de notre vivant, c'est peut-être construire des graines pour le futur, pour un futur beaucoup plus lointain. Et tant mieux, dans ce cas-là. Parce qu'en plus, si on fait ça, on s'amuse. En plus, on prend du plaisir. On se sent moins inutile. Et puis, voilà, ce rêve, voilà, il peut injecter des graines qui vont pousser, tout simplement, dans le sol, dans l'humus humain et non humain. Et ça, c'est au fond ce que raconte cette bande dessinée, et ce que raconte Apprenti par bonheur de Becky Chambers, comme ses histoires de moines et de robots. Et c'est ce qui les différencie de la logique qui est celle d'Elon Musk ou de Jeff Bezos, même si, il faut quand même le savoir, même si lorsqu'en février 2018, et c'est là son talent, Elon Musk envoie sa Tesla dans l'espace, il le fait, on n'entend rien dans l'espace, en mettant la musique de David Bowie, Space Oddity, il le fait en mettant sur le volant, près du volant de la Tesla, il met le livre Fondation d'Isaac Asimov, donc les fichiers de fondation d'Isaac Asimov. Il met un rapport à la culture pop, j'ai oublié le titre de ça, le bouquin de Douglas Adams, qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le guide du voyageur intergalactique. Voilà, il met une référence au guide du voyageur intergalactique. Donc il a quelque chose au fond d'assez talentueux et il sait tout ce qu'il peut tirer de la culture pop. Mais au sein même de la culture pop, il y a des gens qui vont en faire autre chose. D'ailleurs, dans Space Oddity, je ne sais pas si, quand il envoie cette musique, il sait que Space Oddity, le Major Tom qui va disparaître dans l'espace, qui va monter dans la fusée racontée par Space Oddity, d'abord, ça finit plutôt mal, et ensuite, c'est une métaphore de la drogue, du LSD, en fait. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il le savait. De la cocaïne, plutôt, d'ailleurs, je crois. Je ne suis pas certain qu'il le savait. Moi, je n'ai pas toutes mes notes, donc je ne sais plus si le LSD ou la cocaïne, mais voilà. Donc, pareil, aller aux sources musicales, artistiques, ça vous ouvre l'esprit. Et vous-même, si vous créez des sources, si vous vous mettez à créer, peut-être que vous serez également des graines d'autres futurs, des graines de gens qui vont agir et faire les choses différemment. C'est ce que j'espère en ce qui vous concerne. Et donc, au fond, voilà, ce que je vous raconte, c'est de l'usage critique, constructif, imaginaire, positif, de l'alerte et aussi de l'éveil des fictions, des imaginaires. Là, j'ai un livre qui s'appelle Utopia de Camille Le Boulanger, qui imagine un monde sans propriété et qui explique bien comment il a pu se construire dans un futur, je crois, d'à peu près un siècle et demi. Visite de Likam, pareil, qui est une sorte de roman. Likam, c'est une autrice qui est également autiste, et ce qu'elle met en scène en rapport à la folie mentale avec son personnage central qui a besoin d'une neuroprothèse pour pouvoir parler et penser. Voilà, c'est des romans qui sont assez fous, parce qu'au fond, ils ont à la fois une dose d'espoir et une dose de désespoir. Parce que quand on a tout, quand potentiellement, dans ces deux romans, un grand nombre des questions qui nous occupent d'habitabilité de la Terre ont été pas résolues, mais voilà, elles sont enfin prises en compte. Mais c'est pas pour ça que ça va bien. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des gens qui tombent fous. C'est pas pour ça que... Mais en revanche, le contexte a changé, et la façon lucide et réaliste dont ces auteurs ou autrices mettent en scène tout ça,
au fond, nous fait bien comprendre que l'utopie n'est pas un monde parfait, absolument pas. Que l'utopie lucide, c'est un monde imparfait, mais un monde dans lequel on a pu avancer, on a pu résoudre des questions qui aujourd'hui littéralement nous empêchent de vivre ou nous rendent totalement anxieux de vivre. En fait. Et là, les artistes ont un rôle évidemment majeur, et les artistes le savent. Alors on pourrait parler de Stalker, on pourrait parler de Ubik de Philippe Cadic, on pourrait parler des Dépossédés de Ursula Le Guin, qui est un bouquin assez extraordinaire, un astre pauvre qui construit une société solidaire, c'est une sorte de... Là, elle-même parle d'utopie ambiguë. Je pourrais multiplier les exemples, je les ai ici. Et évidemment, on pourrait parler d'art. Évidemment, on pourrait parler de ce que fait Grégory Chatonsky, que vous avez peut-être vu, que vous verrez peut-être, qui invente une autre terre, quelque part. Au fond, ce que je vous dis de cette logique de se dire, on peut créer des prototypes, on peut créer des dispositifs de futur différents, selon d'autres règles, et projeter les spectateurs et les lecteurs dedans. Et ça peut éveiller, ça peut éclairer quelque part, sans pour autant qu'on se dise « oui, c'est un monde de bisounours ». Non, le monde de Grégory Chatonsky, le monde de Thomas Saraceno, quand il a fait son exposition donc au Musée d'Art Moderne, c'était en 2018, avec ces araignées qui ressemblaient à des galaxies, à des mondes inconcevables, avec toute une partie interactive. C'était quoi ? Pas de Tokyo, voilà, c'était Tokyo, ouais, c'était en face du musée d'art moderne. C'est-à-dire avenue du président Wilson, voilà, à Iéna, au palais de Tokyo, exactement. Ces gens-là, ces artistes-là, nous montrent pas des mondes parfaits. Ils nous créent des dispositifs pour nous faire comprendre la complexité, par exemple, de notre rapport à l'araignée. Avoir juste peur de l'araignée, bah non. Voilà, l'araignée, c'est aussi une richesse, c'est aussi une musicalité. Ce sont des mondes. Et on peut réinventer avec l'araignée. Les autres mondes, le rapport à l'IA, le rapport à la mémoire qui s'accumule de Grégory Chatonsky, c'est aussi une façon de nous dire tout ça, en quelque sorte, participe de ce qu'on appelle nature. Il n'y a pas de nature et de culture. Tout est imbriqué et tout ça, en quelque sorte, potentiellement, mérite d'être pensé, construit, revu, réinventé. Et tout ça participe à cette faculté indispensable aujourd'hui, il suffit d'allumer la radio ou la télé, indispensable, qui est de se dire oui, on peut agir, on peut faire quelque chose, d'autres mondes sont possibles, d'autres façons de faire sont possibles. Certes, il y a une part de rêve, certes, il y a une part de divertissement, mais c'est jouable. Voilà, c'est pas fini. L'histoire ne fait que commencer. Merci. Alors tu citais, merci de la citation, Ariel. Cher Pantoussol. Oui, non, tu citais tout à l'heure une réalité qui est assez étonnante, c'est le pouvoir anticipateur de l'art. C'est-à-dire le fait de nommer quelque chose pour que advienne autre chose dans le réel. Et ça, c'est assez étonnant, c'est ce qui m'a toujours frappé dans la science-fiction, parce que finalement, ou même dans les films en général, on a tous dans la tête des exemples qui font que ensuite on va être amené à créer de telle ou telle manière parce qu'on aura été traversé par telle ou telle pensée. Tu citais tout à l'heure justement l'impact de Soleil Vert, mais on pourrait aussi parler de l'impact, toujours avec le même Charlton Heston, du Survivant, qui est un film aussi culte à peu près de la même période que Soleil Vert, et qui aura donné finalement d'autres remakes par la suite. Moi, je dois dire que lorsque je vois même certaines séries aujourd'hui qui sont presque rétro-futuristes, c'est-à-dire qu'elles font appel à des technologies des années 70 ou 80, et elles nous projettent dans un avenir, il y a quelque chose de l'ordre de l'Uchronie aussi. Alors, est-ce que tu pourrais parler un peu d'Uchronie ? Parce que entre utopie et dystopie, moi, il me manque un petit peu quelques mots sur l'Uchronie. Alors, ça va permettre de revenir sur les termes utopie, dystopie, uchronie, en fait, de donner un peu de définition. Alors, le terme utopie est né en 1516 d'un auteur qui s'appelle Thomas More, M-O-R-E, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Utopie, et qui crée une île qui s'appelle Utopia, E-U-T-O-P-I-A. Ce qui est intéressant, c'est que l'île ne s'appelle pas Utopia, mais Utopia.
Quand on dit utopie, topie c'est le lieu, topos c'est le lieu, c'est de nulle part, c'est le lieu de nulle part. Mais utopia, c'est le bon, c'est le meilleur. Donc quelque part, utopia, utopie, c'est le lieu du meilleur. D'où effectivement cette notion d'utopie pour avancer vers le meilleur. Un lieu de nulle part qui potentiellement est un lieu du meilleur. La dystopie, c'est la contre-utopie. C'est l'utopie négative. C'est l'utopie parce qu'elle est devenue un dogme, une idéologie qui potentiellement est destructrice. Hein, les deux grands romans de dystopie, c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1932, et c'est 1984 de George Orwell. 1949, il est sorti. Donc voilà, utopie, dystopie. L'Uchronie, qu'est-ce que c'est? Uchronie. Chronie, chronos, le temps. Le temps de nulle part, remise en question du temps quelque part. La science-fiction fonctionne toujours sur le « et si ». Elle change les hypothèses. L'Uchronie, c'est « et s'il n'y avait pas eu le pétrole ?» On était resté au charbon. Ça donne le steampunk. Et si, c'est la série For All Mankind. Et si c'était les Russes qui avaient été les premiers sur la Lune et que donc la course à l'espace avait continué. Qu'est-ce qui se serait passé? Donc l'Uchronie, c'est la réinvention de l'histoire à partir d'un élément qu'on fait changer. Et on la réécrit. Les Watchmen, la série Les Watchmen, c'était une bande dessinée de Alan Moore et Dave Gibbons au départ. C'est un film, Les Watchmen, et c'est aussi Les Watchmen, c'est aussi donc une série, c'est aussi une série télévisée assez géniale. Les Watchmen fonctionnent dans un monde parallèle au nôtre, comme une sorte d'Uchronie, mais avec des super-héros, mais qui sont assez détestés quelque part. Donc voilà, l'Uchronie, c'est tout ça. Et l'Uchronie, par exemple, dans la série For All Mankind. Parce qu'il y a cette course sur tous les registres, on découvre une NASA qui est une sorte de monde patriarcal absolument épouvantable, et on voit comment, peu à peu, parce qu'il faut trouver des idées, donc on commence à valoriser les femmes, on commence à mettre un peu de diversité dans tout ça, et au fond, on découvre comment, au fond, cette dystopie presque de cette vision de l'espace par la NASA peut se transformer en utopie. Et tout ça vient de l'Uchronie, c'est-à-dire d'une Uchronie qui est la course à l'espace n'a pas cessé. Ça veut dire que la course vers Mars, elle n'a pas lieu comme elle va avoir peut-être lieu dans 10 ans, elle a eu lieu il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Parce que la course a continué quelque part et qu'il a fallu aller toujours plus loin. Et ce qui est assez fou d'ailleurs dans For All Mankind, c'est qu'il y a des personnages qui incarnent la quête de la vie et d'autres qui incarnent la quête de la compétition, le profit, en fait. Mais l'Uchronie permet de redistribuer les cartes. L'avantage qu'elle a aussi, le steampunk, c'est vraiment ce monde qui est resté donc à la première révolution industrielle, avec les locomotives à charbon, voilà, à vapeur, avec les bateaux à vapeur, avec les zeppelins et tout ce qu'on veut dire. Ça peut aussi donner des idées par rapport à un monde, guillemets, moins consommateur, plus écologiste. Ça peut donner, là encore, des pistes. C'est le « et si ». Et ce « et si », il est très important. Hein. Et si on n'avait pas découvert ceci, et si la France n'avait pas été attaquée à tel moment, je ne sais quoi. Et celui-ci, il est aussi très important dans notre rapport à l'histoire. Ce que nous racontent ces utopies, ces projections dans le futur, ou ces projections dans un passé réinventé, c'est que l'histoire n'a jamais été écrite d'avance. En fait, et que ces histoires-là, l'Uchronie, elle nous permet de prendre conscience que l'histoire naît de la contingence. L'histoire naît d'une foule de hasards. La France aurait pu, en quart de finale, battre l'Afrique du Sud. Ça s'est joué à quoi, en fait? On pourrait faire une uchronie. Alors, ce serait peut-être pas très passionnant, mais ça pourrait être une uchronie. Et ce serait totalement crédible. En fait, on voit bien, il suffit de s'intéresser à ces disciplines sportives pour voir à quoi ça tient à un détail infime qui n'aurait pas pu avoir lieu. Donc la petite histoire tient à un détail infime, mais la grande histoire aussi, en fait. Quelque chose de l'ordre du quotidien peut changer totalement ce qui va se passer en tête de l'État, ce qui va se passer dans tel ou tel conflit, en fait. Et cette prise de conscience de la contingence, elle nous redonne une puissance. Et l'art a un jeu, peut jouer quelque chose par rapport à ça. Tout ça nous redonne une puissance, un pouvoir d'agir, en fait. Parce que tout simplement, ça nous montre que l'histoire n'est pas écrite. Que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui... le monde de demain, dans 2 ans, 5 ans, n'est pas celui d'aujourd'hui. Qui vous dit que demain, la monnaie ne sera pas des crédits éco plutôt que des euros? Qui nous dit que demain
on pourra encore prendre l'avion sans que ça coûte une fortune. Je dis n'importe quoi, mais il y a des tas d'idées qu'on retrouve dans la science-fiction ou qu'on retrouve dans les uchronies qui sont des choses qui auraient pu se passer et qui pourraient se passer. Hein. Et nous faire comprendre que l'histoire n'est pas quelque chose d'écrit, de déterminé, de déterministe, c'est nous redonner des clés nous-mêmes pour agir sur notre présent. Et c'est en ce sens-là que l'Uchronie est quelque chose de précieux, parce que tout simplement, elle en est la démonstration vivante et parfois divertissante. Merci Ariel. Donc réinventer le réel comme fiction. Tu peux expliquer ? C'est une phrase de Jean Baudrillard. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Jean Baudrillard, les uns et les autres. Jean Baudrillard était un grand admirateur, un grand fan de J.G. Ballard et de Philippe Cadic. Et il considérait que ce qui était formidable chez ces deux auteurs de science-fiction, c'était qu'ils réinventaient le réel comme fiction. Sa posture à lui était de dire, dès lors que notre réel devient pure simulation, qu'il devient impossible de distinguer le vrai du faux, l'enjeu peut-être de la fiction est de renouer avec un certain type de réel, avec des choses qui aient du sens, dans lesquelles il y a des relations, dans lesquelles s'expérimentent des choses qu'on aurait potentiellement perdues dans un monde uniquement fait d'artifice et de simulation. Et donc, sa thèse était de dire il faut donc réinventer le réel comme fiction. D'ailleurs, dans la science-fiction la plus passionnante et la plus intéressante, il ne faut pas croire que c'est uniquement tout et n'importe quoi. Lorsque Becky Chambers invente son robot recyclé sauvage, ça a du sens. C'est un impossible qui a du sens et qui nous raconte quelque chose et après, les relations que le robot tisse avec la moine de thé, c'est une relation d'amitié, on ne peut plus réelle. Tout ce qui se passe dans ce monde-là est d'un réel extraordinaire et d'un réel retrouvé. Hein. Ça veut donc dire que la fiction n'est pas le contraire du réel. La science-fiction, par essence, elle crée un monde décalé, avec d'autres types de règles, et au cœur de ce monde, ce qui se passe d'un point de vue cognitif est excessivement réel. Sinon, on n'entre pas dedans. Sinon, on ne peut pas être projeté dans ce monde-là. Et c'est là la puissance, quelque part, des grandes œuvres de fiction. C'est qu'elles réinventent un réel à partir de la fiction qui nous permet à nous un retour sur notre propre réel, potentiellement déréalisé. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Oui. Bonsoir et merci beaucoup pour votre beau discours. J'ai juste une question qui me hante depuis quelque temps. Je voudrais la poser à vous. Est-ce que vous voyez des liens d'affinité entre le science-fiction et le genre d'horreur? Si oui, le genre d'horreur. Oui, si oui, c'est comment pour vous? Sinon, pourquoi? Merci. Donc, le genre le cinéma, les jeux vidéo, les œuvres d'horreur, qu'elles soient gore ou qu'elles ne soient pas gore, de façon générale, s'apparentent à ce qu'on appelle le fantastique, hein, au genre fantastique, qui effectivement a des différences avec la science-fiction. Mais il y a effectivement beaucoup de passages entre l'un et l'autre, hein, ce que je peux expliquer. Je peux l'expliquer d'ailleurs en m'en profitant pour donner un exemple assez intéressant qui va rejoindre ce que disait Yann sur le survivant. Donc, dans son essence, la grande différence qu'il y a entre le fantastique et la science-fiction, mais les essences sont faites pour être brutalisées, pour être transformées. Le fantastique part du réel. La science-fiction part d'un monde avec d'autres règles. Le fantastique, le plus souvent, part du monde tel que nous le connaissons, de notre monde. Et il va y injecter des éléments d'impossible, des éléments de surnaturel, ou des éléments de surnaturel très violents, de l'ordre de l'horreur parfois. Et ça, c'est ça qui va nous inquiéter, c'est le rapport entre ce réel qui est proche d'une autre et peu à peu, la manière dont l'horreur va intervenir et nous secouer. Donc là, il y a une différence. En tout cas, dans l'essence même des deux genres. Hein, c'est-à-dire qu'un genre part du réel pour aller vers le surnaturel qu'on ne peut pas expliquer, qu'on n'explique pas ou qu'on n'explique quasiment pas. Et l'autre va créer un monde dans lequel on va faire revivre des liens cognitifs de l'ordre des nôtres, nous permettant de nous plonger dans ce monde et de comprendre qu'un monde avec d'autres règles est possible, entre autres choses. Là où les deux peuvent se rejoindre, c'est que parfois l'horreur peut avoir une explication scientifique.
C'est que du réel peut se glisser dans l'horreur. Prenons l'exemple du Survivant, ce film de 1973 avec Charlton Heston, je crois que c'est de Segal qui l'a fait, un truc comme ça. Le film Le Survivant est une adaptation d'un roman de Richard Matheson qui s'appelle Je suis une légende, qui est paru en 1950. La première version était une version en noir et blanc de 1962, je crois, de Je suis une légende. Et la dernière version était donc plus récemment, en 2008 ou 2007, Je suis une légende avec Will Smith. Bon. Si vous prenez chacun de ces films comme le roman, le rapport entre horreur et science-fiction est à chaque fois totalement différent. Pourquoi ? Dans le roman, c'est les humains qui sont responsables du virus. Il y a une logique de guerre bactériologique. Et le roman, avec ses zombies, c'est l'un des premiers romans dans lequel apparaissent des zombies. Les explications qui sont données, les relations entre les personnages, sont quelque chose qui apparente ce livre, le livre d'origine du film, à de la science-fiction. De la même façon que Le Survivant, à la fois des logiques d'horreur et beaucoup d'éléments de science-fiction. On y retrouve la guerre bactériologique, on y retrouve des éléments qui, effectivement, sont de l'ordre d'une explication et de relations à partir de ce monde-là. Puis le monde est complètement fou dans le monde du Survivant. C'est un monde inventé, c'est un monde... voilà. Dans Je suis une légende, l'invention du monde est beaucoup moins forte. Il y a des très beaux paysages, des très belles images de New York tout seul, mais ces zombies sont juste de l'ordre de l'horreur. Et ces zombies ne vont pas être changés. Dans Je suis une légende, qu'est-ce qui se passe ? Comment on est Je suis une légende ? Dans le roman ou dans Le Survivant. Dans le roman de Richard Matheson, c'est le scientifique qui, tout seul, qui va se rendre compte que sans s'en rendre compte, il assassinait non seulement des zombies, mais des humains qui devenaient une autre civilisation, une autre espèce, quelque part humaine. Et il dit, je dois disparaître, je suis une légende. Dans le film de Will Smith, le bonheur, c'est le bunker dans lequel tout le monde s'enferme. Il faut trouver un virus pour soigner les gens et pour pas qu'ils soient contaminés. Mais il n'y a aucune renaissance, aucune autre espèce qui va naître. C'est juste une logique christique, purement et simplement. Il n'y a pas de renaissance, de réinvention. On est dans une horreur ou un fantastique qui ne porte pas, qui ne joue pas sur la capacité de réel et de transformation du réel. Alors que le film Le Survivant ou le roman de Richard Matheson, Je suis une légende, eux, certes il y a la mort, certes il y a de l'horreur, mais cette horreur se joue dans une dimension qui est une dimension beaucoup plus philosophique, beaucoup moins primaire que dans le film avec Will Smith, je crois que c'est le mec qui s'appelle Francis Lawrence, le réalisateur du film. Et donc les codes de Survivant appartiennent autant au fantastique, à l'horreur qu'à la science-fiction. Les codes du film Je suis une légende avec Will Smith appartiennent uniquement au monde des zombies, à un monde de l'horreur, et très peu, quasiment pas du tout, au code de la science-fiction et à la philosophie qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'à partir d'une même source, on peut ou pas, un film d'horreur peut être proche ou loin d'une fiction philosophique, d'une fiction nous faisant réfléchir, selon la manière dont c'est construit, conçu, de la manière dont, par exemple, le roman peut être interprété. Voilà. Ai-je répondu ? Voilà. Oui. Alors j'avais une question moi concernant, je voulais savoir, connaître votre avis sur le fait que justement le genre de science, enfin la science-fiction et notamment la dystopie connaissent un gros recul depuis ces dernières années, alors que les genres comme par exemple le fantastique continuent à rester assez stables et soient très appréciés donc actuellement. Alors que est-ce que vous expliquez ça par le fait que les gens ne veuillent pas voir forcément du coup ce que les auteurs préviennent forcément dans leurs livres, parce que c'est ce que j'entends beaucoup, voilà, à propos de personnes qui lisent, etc. Ouais, déjà il y a des romans comme Feed, par exemple, qui sont des dystopies, qui ont été des grands succès. Donc Look Up est considéré comme une sorte de dystopie. Donc bon, il y a malgré tout quand même encore des dystopies aujourd'hui. Bon, c'est vrai que si on regarde les ventes de livres, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la fantaisie en particulier, plus que le fantastique, la fantaisie a effectivement explosé les compteurs
de manière assez puissante. La science-fiction est loin d'avoir disparu, bien au contraire, mais on voit apparaître des utopies, on voit apparaître des voies alternatives, et il y en a qui vont se construire de plus en plus. Bon, moi ce que je dirais, c'est que ça c'est un sentiment très personnel en fait, hein, mais que il y a d'ailleurs aujourd'hui des fantaisies, je ne sais pas si vous connaissez Claire Duvivier, voilà, il y a des auteurs de science-fiction, de fantasy qui sont très intéressants aujourd'hui, qui sont dans des logiques de genre, des logiques de non-binaires, et qui explorent en fait des tas de voies très différentes. Ce que je crois plus fondamentalement, c'est que la fonction, le sens d'une alerte comme Soleil Vert, le sens d'une dystopie, varie en fonction du contexte qui est le nôtre. Une dystopie dans un monde qui nous paraît déjà dystopique, une dystopie dans un monde où lorsqu'on allume la télé, on a l'impression d'être en dystopie nous-mêmes, forcément, l'alerte, elle fonctionne moins bien. On y est déjà, d'une certaine manière. Donc il me paraît logique et légitime que les dystopies classiques soit aient à se renouveler, soit aient moins d'écho, potentiellement. Le rapport du GIEC, lu d'une certaine manière, est un récit dystopique. Bon, dès lors qu'on voit ce qu'on en fait. La fantaisie a cette qualité d'apporter de la magie, quelque part. D'apporter un ailleurs, se donnant comme un ailleurs, nous permettant de rêver potentiellement. Et je pense que c'est la raison essentielle de son succès. Sachant que cette fantaisie-là n'est pas tout à fait la même que la fantaisie de Conan le Barbare, les fantaisies d'il y a une trentaine, une quarantaine d'années, en fait. Harry Potter a été aussi un tournant par rapport à tout ça. Donc il y a eu des grands romans qui ont fait évoluer les choses. Bon, en même temps, La Servante écarlate est une dystopie qui a marché. Il y a des séries télévisées qui marchent aussi. Donc tout ça est quelque chose d'assez complexe. Ma conviction est qu'au fond, dans un monde dystopique, il faut une part de magie, il faut une part d'ailleurs pour nous permettre de comprendre qu'on peut en sortir. Voilà. Et il faut sans doute, à mon avis, voir là l'explication de l'immense floraison de récits, d'œuvres, de fantaisie. Voilà. Mais c'est mon hypothèse et qu'il faut nuancer parce que je pense que quand on regarde l'essence sur Netflix, je parlais de For All Mankind, il y a un nombre hallucinant d'exemples, Westworld, d'exemples de séries, de films où il y a une part de dystopie. Mais s'il n'y a pas aussi une part de magie, j'ai l'impression que ça marche moins bien. S'il n'y a pas une part d'ailleurs, une part... Hein, je veux dire, si on n'arrête pas de vous dire que tout va mal, c'est pas ça qui va vous faire sortir du cocon. Si on vous dit, OK, on sait que les choses sont vont plutôt vers le pire, mais regardez, voyez, il y a des choses qui se passent, des relations étonnantes, des découvertes d'animaux bizarres. On redécouvre. Eh bien, forcément, ça vous décale, ça vous éclaire, et ça peut peut-être vous aider à sortir uniquement du noir. Hein. Je pense qu'on a besoin de zones grises dans lesquelles on entrevoit à la fois le noir et le lumineux. Hein, et on a besoin des lumières dans cette obscurité, quelque part. Au fond, c'est aussi ce que nous amène la fantaisie. Hein, le fantastique, il me semble. Je ne sais pas si j'ai répondu, hein, mais on pourrait donner des exemples. Oui, merci, oui, déjà un peu plus. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, de fait. D'autres... Je suis désolé, merci beaucoup pour votre discours. En fait, tout à l'heure, vous avez montré par rapport à la singularité et la technologie. Je me pose toujours la question, mais je ne comprends pas tellement. En fait, dans la technique, c'est toujours, pour moi, c'est une... comment dire, s'il y a un bug dans le programme, il y a des gens qui vont le réparer. Il faut pas, il y a une faute dans le programme. Mais en tant qu'humain, on fait toujours des fautes. Du coup, je voudrais bien savoir c'est quoi la question par rapport à la singularité et technologie. Il y a un conflit entre les deux ou comment? Alors bon, à répondre supposerait, je peux donner quelques clés en fait hein, pour répondre. Qu'est-ce que
le transhumanisme. Qui sont les gens qui sont les porteurs de cette idéologie transhumaniste. Le transhumanisme, d'abord, c'est une foi en la technologie. Il y a une université qui a été co-créée par Google, qui s'appelle l'Université de la Singularité, qui est tout proche, donc en Californie, et qui prône, pour lesquelles, en fait, les technologies sont des technologies exponentielles. Bon. Et qui prône l'idée que tous les maux, la pauvreté, les maladies, tout potentiellement doit et peut être résolu par la technologie. Donc, il y a la technique, il y a la technologie, et il y a ces gens qui croient en la toute-puissance de la technologie. En gros, c'est la première caractéristique de ceux qu'on appelle les transhumanistes. Il y en a de sortes très différentes. Il y en a qui sont plus humanistes que les autres. Il y en a qui sont réellement dans une sorte de post-humanisme. Déjà, leur première caractéristique, c'est qu'ils croient en la puissance absolue de la technologie au-dessus de toute autre puissance, de la puissance mentale, de la puissance spirituelle. Pour eux, la première puissance, c'est la technologie, la puissance artistique. C'est le premier point. Ils y croient, et il y a d'ailleurs une religion de l'intelligence artificielle qui a été créée. J'ai oublié son nom exact, mais voilà, qui vénèrent parce que pour eux, ce sont des super intelligences. Lorsque vous parlez de artificial intelligence, le piège, c'est que le mot intelligence artificielle vient de l'anglais et que le mot intelligence en anglais, c'est une intelligence logico-déductive. Donc, les gens qui vous disent ces machines super intelligentes, elles vont tout faire, tout réinventer, elles vont nous être supérieures, ils partent d'une vision de l'intelligence qui est une intelligence logico-déductive, qui est un type d'intelligence parmi beaucoup d'autres. Il y a des tas de chercheurs, de scientifiques qui ont travaillé, de linguistes qui ont travaillé sur les multiples formes d'intelligence, manuelle, spirituelle. Il y a un tas de formes d'intelligence. Là, on part sur une intelligence qui est l'intelligence logico-déductive. Et le piège, c'est de confondre les deux. Donc, mais dans leur esprit, puisque l'intelligence est d'abord logico-déductive, la vie potentiellement donc l'est aussi. Et donc pour eux, la multiplication du potentiel de l'IA allant très très loin, allant 1000 fois plus vite que l'humain pour résoudre tel problème, pour aller chercher dans une série de data la récurrence, l'occurrence par rapport à telle ou telle maladie, pour eux, c'est la preuve que les machines vont potentiellement être plus intelligentes que l'humain. Parce qu'ils ont une vision, à mon sens, réductionniste de l'intelligence. Et que ils ne prennent pas en compte, effectivement, potentiellement, les bugs et ainsi de suite. Ils sont comme aveuglés par cette surpuissance de l'intelligence mécanique, de l'intelligence logico-déductive. Et ce faisant, ce sont les mêmes, le plus souvent, qui croient en l'immortalité et qui pensent que la technologie va potentiellement nous rendre immortels, quelque part. Donc ils sont dans cette hubris technologique, que mettait d'ailleurs déjà en scène le bouquin de Mary Shelley, de Frankenstein, et bien évidemment que c'est une minorité des scientifiques qui se retrouvent dans ce type de pensée. Une minorité qui fait beaucoup de bruit, qui est agissante. Et pour eux, à la limite, pour les plus intelligents d'entre eux, le bug fait partie de l'intelligence. C'est-à-dire que quelque part, après, si on va plus loin, on pourrait dire, moi je ne crois pas qu'à court terme, même à moyen terme, on va avoir des machines intelligentes. Il y a la plasticité du cerveau est quelque chose qui est hallucinant, qui date de l'humain s'est construit au travers de millénaires, de toute la logique épigénétique, etc. Donc il y a vraiment mais il y a des puces même qui commencent à, non pas à faire l'équivalent du cerveau lorsqu'ils nous remplacent une partie endommagée, mais qui deviennent un peu plus plastiques. Mais les machines ne se racontent pas encore des histoires entre elles. C'est pas possible. Elles ne sont pas capables d'utiliser, par exemple, un exemple d'un film ou un acte de jeu d'échecs pour aider une grand-mère à traverser la rue. En fait, c'est ça l'intelligence. C'est ce décalage-là, quelque part. Oui, ça c'est la pluie. On est forcément très très loin de tout ça. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais d'un côté, on a la réalité de la technique, la réalité des technologies, avec des difficultés immenses, et un horizon qui nous paraît quand même excessivement lointain par rapport à des mécaniques qui seraient totalement autonomes, qui pourraient penser par elles-mêmes, même s'il y a des avancées qui sont assez extraordinaires.
de l'autre des gens qui, devant ces avancées extraordinaires, cette multiplication de performances presque mathématiques et quantitatives, parce qu'ils ont cette vision-là du monde, vont dire que il faut qu'on fusionne avec les machines si on ne veut pas disparaître. Donc c'est purement et simplement, ça peut être dans leur sens pour eux une utopie, mais c'est une idéologie, hein, tout simplement. C'est une idéologie qui effectivement efface de la vision qu'ils peuvent avoir du monde l'inattendu, le bug. Voilà. Qui pourrait être une autre façon d'imaginer dans un très lointain futur des machines intelligentes. Mais eux le voient par la logique logico-déductive. Et donc, ils effacent de leur champ de pensée ce qui, comme tout idéologue, en fait, un peu caricatural, et c'est là, pour le coup, une démarche qui n'est pas scientifique, même si certains se disent scientifiques, ils effacent de leur vision ce qui, effectivement, ne va pas dans ce sens-là. Ce qui n'empêche que cette vision de la super-intelligence leur fait parfois faire des découvertes extraordinaires. Hein. Ça peut être aussi un carburant. Donc tout ça est très paradoxal, très complexe, et nécessite évidemment, selon moi, un regard critique que l'art et que les œuvres de fiction peuvent apporter de manière tout à fait pertinente, puisque partant parfois du même type de source. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'ai en tout cas parlé. Alors j'ai une question pour clôturer momentanément cette soirée. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'un nouveau mode de fonctionnement. Dans les universités américaines, on voit que maintenant, les professeurs sont accompagnés d'IA. Je ne sais pas si tu as vu ça, hein. Ça devient au MIT, c'est le cas. Enfin, ça devient vraiment parce qu'avant, les professeurs, ils avaient des appariteurs. Il y avait toujours quelqu'un qui préparait tout. Et là, maintenant, l'IA en fait va suppléer à ça, mais sur le volet convocation de références, sur des éléments. Tout de suite, dès que la professeure ou le professeur s'exprimeront, il y aura une apparition d'éléments qui vont nourrir de façon en creux et de manière active le propos. Et donc je voulais savoir si, parce qu'on se rend compte, là tu as montré un exemple par rapport à cet auteur qui va convoquer le post-humanisme, qui est mathématicien, est-ce que le modèle à venir quelque part de l'imaginable d'une réalité supposée mais qui finalement deviendra réelle, est-ce que ce modèle-là, il est la convergence entre le scientifique et l'artiste? Est-ce qu'il y a une ouverture aujourd'hui vers ça, vers cette espèce de relation entre art et science? Là, on est en plus en partenariat avec les HEST. Comment est-ce que ça peut se concrétiser à travers l'énergie artistique, cette idée d'énergie artistique qui t'intéresse hautement et qui finalement peut suppléer également, on voyait ces neurones actifs, hein, on voyait aussi toute cette réflexion d'Elon Musk en ce moment sur comment devenir immortel finalement. Il y a cette espèce de réflexion complètement aussi, je dirais, négation pratiquement de l'identité humaine. Il y a quelque chose de l'ordre de finalement la déperdition de l'éphémère. L'éphémère, c'est peut-être, on a vécu tout à l'heure une séance où la danse était présente avec un groupe tout à l'heure. Je veux dire, l'éphémère de la danse, dans un moment donné, qu'on va reprendre peut-être avec ses propres gestes, c'est quelque chose qui me semble nécessaire. Si ça devient systématique et qu'on peut finalement le répéter à volonté de la même manière et de façon absolument exacte, il y a quelque chose de l'ordre de la déperdition même de ce que l'humanité est. Alors, est-ce que ce nouveau modèle qui est en train de poindre va aller dans le sens de l'innovation et la création, ou est-ce qu'il va aller vers la créativité et la performance, qui finalement, évidemment, est un risque pour l'humain et pour l'humanité?
Dans les 3 minutes qui nous restent, je ne sais pas si je pourrais répondre, mais je pense que tout est possible. Je pense que tout est possible, et je pense que qui écoute l'émission qui s'appelle France Culture de Nicolas Martin, et maintenant Natacha Triou sur CQFD la science, il suffit d'écouter de temps en temps cette émission pour se rendre compte, pour voir à quel point un grand nombre des scientifiques les plus passionnants sont imbibés d'art, en fait. Voilà. Et le reconnaissent, de récits. Eux-mêmes se disent, voilà, ils adorent raconter aussi des histoires. Donc je crois que, au fond, l'IA peut être l'occasion soit d'aller plus encore dans une logique de mécaniste, si on pense aux logiques de remplacement, mais l'IA générative, elle nous permet surtout d'avoir une extraordinaire voix moyenne avec laquelle dialoguer, potentiellement. Et c'est une incitation à l'originalité, c'est une incitation à la singularité. C'est donc, au fond, au retour de ce qui est quelque chose, au fond, d'assez évident. Que des scientifiques, que des chercheurs ont pu influencer les artistes est une évidence. Que les chercheurs, et l'inverse est tout aussi vrai, quelque part. Et tous ces mondes ont à gagner, en fait, à communiquer. Ils le font naturellement, au travers des gens, au travers des personnages. Si, en plus, quelque part, des éléments technologiques, parce qu'ils vont nous pousser à fonctionner différemment, peuvent nous inciter à prendre acte de cela, et à la nécessité d'éphémère, à la nécessité de mettre de la vie au-delà des mécanismes, à la nécessité de se dire comment on peut se décaler. Oui, ça peut être formidable, mais après ça dépend de ce que vont vouloir faire les professeurs, ça dépend de ce qu'il va y avoir dans la tête des chercheurs en question, des artistes. Des réplicants de chercheurs. Voilà, il y a une... Je crois que c'est toujours un potentiel du meilleur comme du pire. Et c'est vrai que le meilleur est possible, contrairement à ce qu'on imagine. Sur ce terrain-là, le pire est tout à fait envisageable. Mais ça, on le sait déjà, c'est une évidence. Mais se dire que le meilleur est possible, c'est potentiellement nous inciter à agir dans ce sens-là, par des histoires, par des œuvres, par des dialogues entre gens qui, auparavant, peut-être ne se parlaient pas, ou se parlaient peu, et par peut-être une transformation de ce qu'on entend par raison. Quand vous lisez les Baptiste Mourizeau ou d'autres, on voit bien que la raison aujourd'hui est indissociable du terrain, de l'expérience et aussi de l'imaginaire. En fait, la raison pure, la critique de la raison pure de Kant, la raison, aujourd'hui, potentiellement, elle se réinvente avec tout ça. Et si l'on prend à ce jeu-là des IA comme des interlocuteurs et non pas comme des dieux, non pas comme des modèles, on va peut-être pouvoir faire des choses assez intéressantes. Bien, Ariel, avec cette notion de partage qui nous renvoie évidemment à l'universalité des savoirs de l'université, on finit par une note très positive. On a bien vu que l'apocalypse était proche à travers la science-fiction. Et bien là, avec Ariel Kirou, vous voyez que les imaginaires nous ouvrent aussi vers des possibles. Merci Ariel Kirou. Alors, je voulais juste vous dire un point un peu... C'est pas de l'autopromo, c'est l'inverse de l'autopromo. Pour l'instant, mon livre est indisponible. J'en ai chez moi, plusieurs, si jamais vous le voulez absolument. Et parce qu'en fait, mon éditeur a déposé le bilan et va renaître. Ça va s'appeler Nouvelles éditions ActuSF. Si tout va bien, on aura la réponse dans quelques jours. Et donc, les bouquins seront de nouveau accessibles. Ceci dit, demandez à Yann, je peux vous envoyer le PDF. Et évidemment, c'est un PDF gratuit. Donc, si vous voulez... Voilà, vous demandez à Yann, je l'envoie le PDF et il vous l'envoie à toutes et tous. Si vous le souhaitez, ce sera avec plaisir que je vous l'offre. Voilà. Alors là, merci Ariel. Donc je m'exécuterai, je vous enverrai le PDF d'Ariel.